Il y a à peu près 80 000 détenus en France. Parmi ceux-là, il y en a 1 sur 4 à 1 sur 5, donc il y en a 20 ou 30 000 qui sont présumés innocents. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 personnes qui dorment en prison ce soir, demain soir, qui sont présumées innocentes et qui attendent leur procès. C'est énorme. Aujourd'hui, dans Unchained, on reçoit Dylan Slama. Dylan est un avocat pénaliste très médiatisé. Vous l'avez déjà vu sur BFM, CNews ou encore dans Le Loup-Garou. La peine de mort n'a jamais dissuadé personne. La peine de mort, t'es pour ou contre? Farouchement contre. Pour une raison qui pour moi est définitive, c'est que l'erreur judiciaire est possible. Et c'est ce qui rend d'ailleurs le métier très difficile. C'est que moi, il m'arrive de recevoir parfois des gens, je serais satisfait, mais en 3 ans, il aura tout perdu le type. Et il faut être conscient de ses propres limites en tant qu'avocat. Et aujourd'hui, alors qu'il y a ce qu'on appelle le tribunal médiatique, ce tribunal emporte tout. On le voit en ce moment avec l'affaire Epstein, Jacques Lang et sa fille par exemple, qui ont tous les deux quitté leur poste au bout de 3-4 jours. Ils ont essayé de résister face à la tourmente, face à la tornade, mais impossible. Ce n'est plus possible aujourd'hui de dire je suis présumé innocent, attendez un petit peu, en attendant je reste en poste. Moi je me rappelle aussi, s'agissant de Nicolas Sarkozy, de l'affaire Bettencourt, dans laquelle il a été traîné dans la boue, et sur cette affaire il a été totalement innocenté. Et y compris sur cette affaire, sa présomption d'innocence, elle n'a pas été respectée. Dans cet épisode très dense, on va découvrir grâce à lui le back-office d'une vie d'un avocat pénaliste. On va revenir ensemble sur la légalisation du cannabis, la peine de mort ou encore les récents kidnappings crypto. La criminalité liée au bitcoin en ce moment. C'est une délinquance ordinaire, c'est pas une nouvelle délinquance. Ça rentre toujours dans des cases juridiques qui existent depuis quasiment le code Napoléon. Que ce soit vol, que ce soit séquestration, que ce soit violence, tout ça c'est des choses qu'on connaît. Il peut toujours être réducteur de dire ça, mais c'est des gens issus plutôt de milieux défavorisés, c'est gens plutôt avec des familles monoparentales, et lorsque je dis monoparentale, bien sûr c'est la mère, c'est terrible à dire, mais les pères sont absents. On dit parfois le pire ennemi de l'avocat c'est son client. On a parfois une clientèle un peu particulière qui peut se retrouver être menaçante envers nous-mêmes, nous avocats, donc il faut se protéger de ça aussi, c'est quelque chose dont on parle très peu. Il m'a déjà dit je vous oublierai pas, mais dans le mauvais sens du terme. Quand je perds un dossier, je culpabilise, c'est toujours ma faute. Une pause durant cet épisode parce que j'ai envie de vous parler d'une offre spéciale. Vous savez que pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé dans la finance et donc pour moi, c'est très important de vulgariser un maximum ces notions, de prise en main de ses finances et de ne pas seulement épargner. C'est pour ça que quand j'ai lancé cette chaîne, je suis moi-même allée voir XTB pour leur proposer d'être mes partenaires. Parce que c'est l'un des plus grands courtiers au monde, parce que ça fait plus de 15 ans qu'ils sont en France, ils ont plus de 2 millions de clients et ils sont évidemment contrôlés par la CPR et l'AMF. Leur publicité avec Zlatan Ibrahimovic, vous l'avez vu partout, que ce soit à la télé, dans le métro ou dans la rue, vous n'avez pas pu la rater. Pour démarrer, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. En quelques minutes, et c'est gratuit, vous ouvrez votre compte. Et selon moi, le plus simple pour démarrer, investir dans les actions et les ETF, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous avez 0% de commission jusqu'à 100 000 € par mois. Et en plus, vous avez plus de 11 000 autres actifs sur lesquels investir. La plateforme X-Station sur le site, elle est très claire, très pédagogique, intuitive. Et n'oubliez pas que investir, évidemment, ça comporte des risques et vos risques sont proportionnels à vos gains. Alors formez-vous continuellement, il y a beaucoup de contenus pédagogiques et des webinaires, profitez-en. Si jamais vous avez des questions, vous avez une équipe française qui est disponible et à votre écoute 5 jours sur 7. Alors n'attendez plus, en plus, durant tout le mois de février, vous avez une action Renault offerte. Cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour ouvrir votre compte, c'est la seule condition. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour Dylan. Bonjour Sabrina. Je suis ravie de t'accueillir. Alors Dylan, c'est un avocat pénaliste. Vous avez déjà dû voir son visage, parce qu'il est très présent dans les médias. On t'a vu sur BFM, sur CNews. Oui, aussi. On t'a vu aussi sur un sujet un peu plus singulier. Exactement. Loup-garou. Un peu plus original. Un peu plus original. Et moi, c'est comme ça que je t'ai connue aussi. Ouais. Parce que je t'avais vu sur les plateaux télé, mais ta personnalité et surtout un peu le mécanisme intellectuel, comment un avocat réfléchit au jour le jour dans des situations plutôt, bon, le loup-garou, c'est pas quotidien. Non. Mais en tout cas, ça t'éloigne un petit peu du barreau. Ouais. Mais finalement, t'es à peu près le même tout le temps. J'espère. Voilà. J'essaye. Et je suis ravie de t'accueillir pour qu'on comprenne un peu le back-office. Quel est le métier réellement d'un avocat pénaliste? Ouais. Entre le diplôme, le process, les méthodes, les cabinets, la morale, le quotidien réel aussi, parce que tu vas nous parler des gardes à vue, des appels impromptus, des clients plus ou moins connus. Et on va parler aussi de plein de sujets liés à la justice aujourd'hui qui font l'actualité. Parfait. Parle-nous un peu de comment tu en es arrivé là, Dylan, parce que je crois savoir que tu as fait tes armes aux côtés du ténor de barreau Moretti, qui a été garde des Sceaux. Un petit peu. Alors, j'ai pas toujours fait du pénal et j'ai même commencé le pénal très tard en vérité. Pendant très longtemps, je faisais du droit public des affaires. Okay. Parce que je m'intéressais à la chose publique, à la chose politique et donc j'ai fait du droit public. C'est un peu plus boring ça, non ?
C'était passionnant en théorie, à la fac j'adorais ça. Et quand on rentre dans la pratique, et quand j'allais dans les cabinets et que j'ai commencé mes stages, mais très longtemps, en fait j'ai fait tous mes stages, je les ai tous faits en droit public des affaires. Et donc là pour le coup, ouais, je m'ennuyais. Je m'ennuyais, ça veut dire que c'était, je vais parler en sigle, mais les DFP, les PPP, ça veut dire quoi? C'est les délégations de services publics, partenariat public-privé. C'est des acronymes trop violents pour moi. Donc c'était vraiment très technique, très juridique, très aride et très intellectuel. Après tout, au sens noble du terme aussi, hein. Ça veut dire que moi, j'avais et j'ai toujours une admiration totale pour les confrères, aujourd'hui confrères, que j'ai côtoyés et qui pratiquent ce droit-là. Parce qu'il est difficile, il est exigeant et il n'est pas très rigolo. Et il en faut. Donc moi, à ce moment-là, j'étais complètement un peu dégoûté de la matière, du droit et croyais-je du métier d'avocat. Et donc, à 25 ans, je finis l'école du barreau, j'ai fini mes 6e stages parce que, vous savez, il y a ce truc qu'on a peut-être tous eu un peu étudiant. On veut la cohérence du CV et donc j'ai constaté dès mon premier stage que ça ne me correspondait pas, mais je voulais un CV cohérent. Et donc j'ai continué tous mes stages dans la même voie qui ne me correspondaient pas, où j'étais mauvais, où je m'ennuyais, parce que je voulais le CV cohérent et je voulais trouver un boulot et des débouchés à la sortie. Et donc je me retrouve avec tous ces stages qui ne m'ont pas plu, tous ces stages où en vérité j'ai pas forcément laissé une très bonne impression non plus, parce que quand on n'aime pas quelque chose, je pense que ça se voit un petit peu. Et à la sortie de l'école du barreau, je veux arrêter le droit, je veux arrêter le métier d'avocat. Et je me dis, je vais trouver autre chose, je vais prendre quelques mois pour réfléchir dans le domaine du loisir. Enfin, vraiment des choses très différentes. Ouais, on parlait du loup-garou, je me suis dit, bon, on peut tout imaginer. Et je voulais m'éloigner de la sphère juridique. Et là, j'ai une amie à l'époque qui me dit, mais essaye le pénal, ça peut te correspondre. Moi, je connais le pénal, j'en fais candidate et essaye de faire du pénal. Et donc, je me retrouve à 25 ans passés, alors que j'avais jamais fait de droit pénal de ma vie. Donc, 25 ans, c'est relativement tard quand même dans le processus étudiant. À essayer le droit pénal et à faire un stage complémentaire en attente de prestation de serment, on appelle ça sans être trop technique, mais à faire un stage complémentaire là où tous mes petits copains et mes petits camarades prêtaient serment. Moi, j'avais l'impression de redoubler parce que je recommençais un stage là où eux rentraient dans la voie active. Je perdais 6 mois, j'avais l'impression de perdre 10 ans. Aujourd'hui, c'est très anecdotique avec 10 ans de recul. Mais sur le moment, vraiment, j'ai une impression de redoubler quasiment. Donc, je recommence un stage, payé 500 € et des clopinettes, mais à l'époque, c'est important, alors qu'en vrai, ça ne l'est pas. Je recommence un stage en droit pénal, et là, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup et d'un coup je me prends de passion pour le truc, j'oublie mes pauses déjeuner, ce qui est quand même c'est important de déjeuner, moi j'aime bien déjeuner, j'aime bien les pauses déjeuner et j'oublie de déjeuner parce que je suis pris dans le truc, je me rends compte qu'il est 16h, j'ai pas le temps, je vais me prendre un sandwich triangle, etc. Donc là, bam, vocation. Et la vocation. Et qu'est-ce qui est passionnant dans le pénal? Et la vocation. C'est très médiatisé, c'est ce qu'on voit dans les séries, dans les films, donc c'est très romancé comme métier. Bien sûr. Alors c'est romancé, il y a cet aspect-là qui existe, les relations clients, les visites en détention, les plaidoiries, tout ce qu'on imagine en fait du métier d'avocat, déjà ça existe, mais évidemment c'est 10%. Évidemment c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a tout le reste, mais tout le reste me passionne aussi. Qu'est-ce que c'est tout le reste? Tout le reste, c'est d'aller lire un dossier. Tout le reste, en fait, et c'est le point de départ, je pense, la ligne directrice du métier d'avocat en vérité, et ça se retrouve, je pense, beaucoup dans ma personnalité, c'est lorsqu'on présente une situation comme étant évidente, c'est d'aller démontrer le contraire. Et très souvent, on défend des personnes que tout accuse. Tous les accusent et en fait, lorsqu'on ouvre le dossier, le type est en prison et on se dit mais en fait, il est mort dans le film. Ça veut dire que je vois pas ce qu'on peut faire pour lui. Et c'est là que ça commence. C'est là que ça commence et c'est là qu'on vient un dossier qui fait quelques milliers de pages, 3000 pages. Eh bien, on va aller voir dans le détail du détail et on va faire un travail de fourmi pour aller chercher la cote, le PV. Dans le PV, la ligne qui montre que son téléphone, en fait, tout simplement, il ne bande pas au moment des faits. Il ne bande pas au lieu des faits. Mais ça a l'air très évident dit comme ça. Mais l'information que le téléphone de l'individu ne bande pas au lieu des faits, donc au lieu du braquage ou autre, c'est une ligne sur un dossier de 10 000 pages. Donc pour aller trouver cette ligne-là, il faut identifier le téléphone, il faut prouver que c'est son téléphone. Et regardez, il appelle sa mère, il appelle son père, il appelle ses copains, il appelle sa copine, c'est bien que c'est son téléphone. Et eux, ils vont nous dire non, c'est un autre. Ouais, mais il se trouve qu'il avait 2 téléphones, on arrive à prouver que c'était son téléphone. Il a même appelé son employeur pour lui dire je pourrais pas être là. Donc on prouve que c'est son téléphone. Ensuite, on va voir le bornage et là, on arrive à trouver, et ça c'est le moment jouissif dans la vie d'un avocat, on arrive à trouver la ligne qui démontre qu'il n'était pas présent au moment des faits, là où le crime ou le délit s'est passé. Et là, c'est le jackpot. Et c'est un sentiment inouï qu'on a de plaisir, de satisfaction et un peu de fierté aussi, parce qu'on sait qu'on a... C'est pas fini, il va falloir démontrer, prouver, etc., argumenter. Mais on sait qu'on a prouvé vraiment l'aiguille dans la botte de foin. Et ça, c'est le rôle d'un avocat pénaliste. Ce qui est orgasmique, c'est aussi prouver le manque parfois de preuves
trouver les preuves qui vont corroborer les propos de... Bien sûr, malheureusement, très souvent, on dit qu'en France, la charge de la preuve repose sur l'accusation. Il faut prouver que quelqu'un est coupable. La vérité, c'est combien de fois me suis-je trouvé en situation de devoir prouver l'innocence d'un client? C'est ça, parce qu'il y avait aussi il y avait beaucoup de parutions de presse où tu parlais du fait qu'il n'y ait pas de présomption d'innocence finalement en France. Non, elle n'existe pas, la présomption d'innocence. Aujourd'hui, on se retrouve mis en cause. On perd tout de suite son boulot, ses apparitions publiques, il y a le tribunal médiatique aussi en France qui est très fort. Et c'est ce qui rend d'ailleurs le métier très difficile. C'est que moi, il m'arrive de recevoir parfois des gens, je leur dis écoutez, je vais faire le maximum sur le plan judiciaire, mais je vous préviens, si vous êtes relaxé, acquitté dans 3 ans, malheureusement, ça va pas beaucoup vous aider. Vous serez satisfait, mais en 3 ans, il aura tout perdu le type. Et il faut être conscient de ses propres limites en tant qu'avocat. Ça veut dire que je ne suis que avocat. Et aujourd'hui, alors qu'il y a ce qu'on appelle le tribunal médiatique, et alors que ce tribunal emporte tout, là, on voit en ce moment avec l'affaire Epstein, Jack Lang et sa fille par exemple, qui ont tous les deux quitté leur poste au bout de 3-4 jours, ils ont essayé de résister face à la tourmente, face à la tornade, mais impossible. Ce n'est plus possible aujourd'hui de dire je suis présumé innocent, attendez un petit peu, en attendant je reste en poste. Ce n'est plus possible aujourd'hui, ce n'est plus tenable. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'il y a un exemple récent où ça a été fait, il y a un exemple récent où un ministre qui a été mis en cause, qui a été accusé, qui a été mis en examen, qui a comparu à un procès et resté en poste, c'est Éric Dupond-Moretti. Oui. Il a été mis en cause dans une affaire assez grave, quand même, conflit d'intérêts, etc. Il a été mis en cause et Emmanuel Macron a fait ce choix courageux de le garder ministre. Courageux parce que c'est pas la jurisprudence, y compris d'Emmanuel Macron, Damien Abad et d'autres ont perdu leur poste sur des simples soupçons. Avec Éric Dupond-Moretti, il y a eu ce choix de le maintenir. Et à la fin, il a été acquitté. Une aparté durant l'échange pour vous proposer de réagir, commenter, liker et surtout abonnez-vous, c'est très important pour nous. Beaucoup d'entre vous regardent toutes nos vidéos et c'est de ma faute, je ne vous rappelle pas assez de vous abonner. Alors cliquez. Oui, mais est-ce qu'il a eu le choix de le maintenir parce que c'était une accusation En fait, il y a des délits, il y a des crimes, il y a aussi crimes financiers, crimes... Enfin, il y a une nature aussi du fait qui peut justifier un tribunal médiatique ou une sanction médiatique avant la sanction réelle. Non. Par exemple, Jack Lang et sa fille, on parle quand même de choses qui sont extrêmement choquantes pour la population. En plus, lui, avec avec son âge, etc., entre le poste très important politique, public, etc., qu'il a encore, malgré son âge, et c'est pas des accusations, mais c'est le faisceau d'indices qui fait que la population a le droit de dire il peut sortir de son poste. Il y a 2 choses. La première chose, c'est que déjà, on lui reproche des délits financiers. On lui reproche parce que parfois il y a des confusions. Epstein, c'est sexuel, pédophile, c'est pas ce qu'on lui reproche. Oui. Donc on peut trouver que c'est très grave les délits financiers, mais c'est pas forcément à mettre sur le même plan. En plus, la jurisprudence en France fait que les délits financiers aussi sont pas, sont pas aussi graves médiatiquement que le reste. Oui, bien sûr. Mais avec ce délit financier, il a quand même dû démissionner, avec ce soupçon de délit financier. Mais encore une fois, sans être mis en examen. Tout son historique, toute la réputation qu'il avait. Historique de quoi? Il a jamais été condamné de quoi que ce soit. Alors j'ai vu, mais c'est ça qui est terrible. Historique médiatique, c'est ça. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que j'ai vu. Bon, restons sur cet exemple 1 minute. J'ai vu Jack Lang. Des gens ressortir des interviews dans la presse en disant rappelez-vous, il est quand même très mesquin ce Jack Lang parce qu'en 1998 il n'a pas payé un restaurant et en 2007 il n'a pas payé un taxi. Alors excusez-moi, mais de quel côté est la mesquinerie pour aller ressortir qu'en 1998 il n'a pas payé un restaurant? Est-ce que le mesquin c'est celui qui l'a pas payé ou est-ce que le mesquin c'est celui qui 25 ans après, au moment où le type d'ailleurs est, je vais pas dire un pied dans la tombe, mais en tout cas un pied en dehors du système, va ressortir cet élément? Excusez-moi, je trouve ça petit, je trouve ça mesquin pour le coup de la part de la personne qui rappelle ça. Et puis en plus, encore une fois, le background que tu évoques, je le redis, il n'a jamais été condamné. Il n'a jamais été condamné. Mais c'est ça, il n'a jamais été condamné. Oui. Mais la nature des échanges qui sont sortis. Parce qu'en fait, il y a toujours moi, c'est l'importance du poste versus l'importance de l'accusation. Là, si ça s'avérait vrai, ça serait extrêmement grave. Parce qu'on parle de sexualité avec des enfants, de cannibalisme, etc. Déjà, Jack Lang, on lui reproche pas ça encore une fois. Donc ça, c'est la confusion médiatique. On lui reproche une accusation des soupçons financiers, d'avoir ouvert un compte offshore. Point. On peut trouver que c'est très grave. Non, ça ne justifie pas la démission et la population ne va jamais... il se trouve qu'il a démissionné. Oui. Non, mais voilà, je suis très content que tu dises que ça ne justifie pas la démission, mais il se trouve qu'il a été poussé à la démission, lui et sa fille. C'est l'ampleur du scandale où aussi on a besoin, je pense que les gens ont besoin de voir une preuve que les choses bougent,
que les méchants dans l'histoire? Parce que c'est tout un narratif aussi. Alors- Bon, après, moi, je ne peux pas me positionner par rapport à Jacques Lang parce que, 1, je ne suis pas avocate, 2, j'ai pas lu le dossier, j'ai Mais juste vu des personne articles. ne l'a lu, personne n'est. Enfin, il y a une personne qui est l'avocat Jacques Lang, donc personne ne peut se positionner sur ce dossier en Ouais. réalité. Je peux pas le faire plus. Les seules Je peux choses pas que me j'ai lues, c'est positionner des sur ce dossier. articles où il disait est-ce que Non mais l'enfant. je ne peux pas plus me positionner Voilà. sur ce dossier, mais justement comme on ne peut pas se Mm. positionner sur dossier, pourquoi on va réclamer une démission? Et quand je dis on, c'est pas toi ou moi, c'est des ministres, des personnalités publiques, des personnalités politiques qui vont réclamer une démission, mais ceux-là non plus sont pas plus qualifiés que toi et moi pour aller réclamer quoi que ce soit. Ils ont pas le nez dans le dossier, ils savent pas ce qui s'est passé, il y a même pas de mise en examen, il y a rien du tout. Et ça aujourd'hui c'est tout le temps. Ça aujourd'hui c'est tout le temps. Et encore une fois, l'hypothèse de l'innocence de Jacques Lang, non seulement elle doit pas être écartée, mais j'irai encore plus loin, c'est celle qui doit être privilégiée jusqu'à condamnation. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et est-ce que parfois la présomption d'innocence. Parce que c'est un vrai débat philosophique. Est-ce que parfois la présomption d'innocence. Enfin, est-ce qu'elle devrait être appliquée tout le temps, finalement? Bien sûr. Quand des fois, il y a des. Oui, mais c'est ça qui est beau, et c'est pour ça que je suis contente de parler en avocat pénaliste. C'est pour le commun des mortels, il va y avoir la morale. Bon, la morale, elle dépend à tout à chacun. On l'utilise soit à tort et à travers. Mais des fois, il y a des faisceaux d'indices qui corroborent trop. Des fois, il y a des crimes qui sont tellement abjects où dès le départ, même s'il n'y a pas de procès, tu sais que la personne, dans tous les cas, est-ce que, elle mérite réellement un procès? Est-ce que les délais administratifs et de la justice française sont tellement longs Bien sûr. qui permettent une encore qualité une fois, de vie de l'accusé, présumé innocent, qui fait pourquoi on n'accélérerait pas tout et on ferait sauter cette présomption-là. Encore une fois, faire sauter cette présomption d'innocence, c'est-à-dire préserver la société d'un individu qui n'est pas encore condamné, mais dont on estime qu'il peut être quand même dangereux. Ouais. C'est ça la question. Ouais. Ça veut dire c'est pas parce qu'il n'a pas encore été condamné qu'il n'est pas dangereux le type, et on va pas le laisser libre parce qu'il n'a pas encore été condamné. Je l'entends complètement. Ça tombe bien, la justice prévoit ce cas de figure. La justice, pour les individus dangereux pas encore condamnés, prévoit ce qu'on appelle la détention provisoire. Ça veut dire qu'un individu dangereux et qui n'est pas encore condamné peut légalement, par des magistrats, et c'est ça toute la différence, par des magistrats défendus par un avocat, être placé en détention provisoire. Mais encore une fois, la décision revient à un magistrat qui a, excusez-moi, les yeux en face des trous et le dossier sous les yeux. Pas un journaliste, pas un homme politique qui n'a pas accès au dossier. L'information judiciaire est secrète en France, c'est couvert par le secret d'instruction. Donc c'est les magistrats qui prennent ces décisions pour préserver la société. Donc ces remèdes, d'une certaine manière, aux excès supposés de la présomption d'innocence, ils sont prévus par la loi. Et donc c'est la loi et les magistrats qui sont, selon Montesquieu, la bouche de la loi. C'est eux qui doivent les régir et c'est eux qui doivent justement faire en sorte que les intérêts de la société soient préservés. Si demain c'est toi, c'est moi, c'est un ministre, c'est un journaliste, c'est un éditorialiste qui estime qu'un tel ou un tel doit démissionner, encore une fois sans avoir vu accès au dossier. Mais c'est ce que tu disais, la morale, chacun a la sienne. C'est pour ça qu'on a besoin d'un juge commun, c'est pour ça qu'on a besoin d'un arbitre, c'est ce qu'on appelle l'institution judiciaire. Oui. Si on ne délègue plus la justice au juge, ça veut dire si on décide que finalement chacun peut être dans son coin, ou magistrat ou procureur, et à ce moment-là, il se passe ce qui se passe de plus en plus, à savoir que chacun a sa morale, chacun a son point de vue, chacun veut la démission du camp d'en face, chacun, lorsque c'est les affaires d'en face qui sont touchées, là en ce moment, à l'extrême gauche, ils sont tous mouillés, il faut qu'ils s'arrêtent avec les violences, etc. Et finalement, il faut arrêter, laissons la justice se faire. Pareil de l'autre côté, les procès Marine Le Pen, délits financiers, finalement ces gens-là ne sont pas dignes de nous représenter. De la même manière, laissons la justice se faire. Oui. Voyez, Mais et en fait, c'est plus ce qui se passe. Mais il y a une théorie, et dans ce process-là me paraît tout à fait cohérent, légitime, etc. Mais on connaît les délais administratifs et de la justice française. Ce qui fait que, en fait, des gens sont condamnés et parfois reconnus coupables, parfois innocents. Mais en fait, quand ils sont coupables et que pendant des années, leur vie est absolument... C'est indolore pour eux. Ils ont des fonctions, ils ont des rémunérations. Quand c'est des élus de l'État, en plus, ils sont payés par le contribuable. Et leur vie ne change pas pendant des années. Et puis, durant ces années-là, ils ont le temps de partir, ils ont le temps de commettre d'autres crimes, etc. C'est ça. C'est en fait, je pense qu'il y a la théorie et tout le monde est OK sur le principe. Mais en fait, c'est le process dans la réalité. Mais je le redis, à le temps de commettre d'autres crimes, etc., c'est pas vrai, parce que il y a justement des mesures qui peuvent être prises par les magistrats pour préserver cela. Un autre exemple, on peut imaginer des gens, effectivement, avec des délits sur des mineurs, etc., des choses graves. Déjà, si c'est trop grave, et qu'il y a un indice trop grave, détention provisoire, donc le type est en prison en attendant son jugement. Juste un chiffre, il y a à peu près 80 000 détenus en France. Parmi ceux-là, il y en a 1 sur 4 à 1 sur 5, donc il y en a 20 ou 30 000 qui sont présumés innocents. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 personnes qui dorment en prison ce soir, demain soir, qui sont présumées innocentes et qui attendent leur procès. C'est énorme. Et c'est pourtant, énorme. Ça, c'est les individus dangereux que tu évoques, dont pédophilie, etc., c'est dangereux. Ces individus-là, pour beaucoup, effectivement, ils sont en détention provisoire
quoique présumé innocent. Mais cette nuance, encore une fois, et cette exception à la présomption d'innocence pure, elle est prévue par les magistrats, pas par un éditorialiste, un journaliste, un homme politique. Ce sont les magistrats qui prennent en compte ces exceptions à la présomption d'innocence qu'est la détention provisoire. Donc encore une fois, pour préserver la société. Parce qu'on a vu qu'il y en a justement qui ont joui de cette présomption d'innocence. À tort. Finalement, Qui ça attends, par exemple, elle a été condamnée, Marine Le Pen, il me semble. Alors Marine Le Pen, non. Enfin, elle a été condamnée en première instance. Elle a fait appel. Ah, ouais. Elle a fait appel, donc elle reste présumée innocente. Ok. Non, mais surtout, en quoi le fait... Sarkozy, Mais Sarkozy... il a été condamné finalement. Alors, il a été condamné, mais alors, en quoi le fait qu'on ait respecté sa présomption d'innocence a supposé qu'elle a été respectée? Parce que... Oui, non, elle n'a pas été respectée. Voilà, Non, elle n'a pas été voilà, respectée du elle tout. n'a pas été Elle n'a pas respectée été du tout. respectée du tout, Et du d'ailleurs, intéressant qu'on parle de Nicolas Sarkozy, parce qu'on parle beaucoup des affaires pour lesquelles, à juste titre, il a été condamné, y compris parfois de manière définitive. Moi, je me rappelle aussi, s'agissant de Nicolas Sarkozy, de l'affaire Bettencourt. Oui. La première affaire Sarkozy, c'est celle-là, c'est l'affaire Bettencourt, dans laquelle il a été traîné dans la boue, celle qu'il a polluée pendant tout son mandat, c'était avant la suite. Et ben, sur cette affaire, il a été totalement innocenté. Et y compris sur cette affaire, sa présomption d'innocence, elle n'a pas été respectée. Elle n'a pas été respectée. Donc, je trouve que moi, encore une fois, le fait qu'il ait été condamné, il paye. La preuve, il a été en prison, il a un bracelet électronique, on veut lui retirer la Légion d'honneur. Ah oui, moi, donc, c'est pas... lorsqu'il là, s'agit je de payer sors des l'addition, exemples, et c'est- on paye l'addition Oui, à la oui, fin. Y compris Nicolas Sarkozy, il la paye l'addition. Et il l'a payé toute sa vie d'une certaine manière, mais il la paye. On peut pas dire qu'il y a une impunité. On peut parler de Balkany, on peut parler de Cahuzac, on peut parler de tous ces individus. Lorsqu'il s'agit de payer l'addition, à la fin, il la paye l'addition. Il n'y a pas d'impunité. Le respect de la présomption d'innocence, ce n'est pas l'impunité. C'est juste, attendez un petit peu, qu'on soit sûr. Ça évite les erreurs judiciaires qui peuvent arriver à toi, à moi, à nos proches, à nos frères, à nos sœurs, à n'importe qui. Et ce que je dis là, si jamais ça venait à être un proche à toi qui était mis en cause dans une affaire, Bien sûr. je pense que ça te paraît très mais- instinctif. Tu serais la première à dire « Non mais attendez, je sais qu'on dit tout ça sur telle ou telle personne qui est un proche à moi. Attendez, c'est pas vrai. On verra ce que dit la Bien sûr, justice. bien sûr. Non mais et puis là je parle je donne des exemples politiques, mais après je fais partie, c'est pas du tout à charge, c'est vraiment pour donner des exemples parce que je fais partie de ceux qui ne sont pas pour l'enfermement des personnalités politiques, notamment quand elles ont été chefs d'État par exemple. Mais moi, je suis pas forcément contre l'enfermement. Encore une fois, je suis plutôt contre la prison. Enfin, je pense que voilà. Mais c'est même pas la question. Ah mais ça on va en parler Non, non, aussi, mais- ton positionnement mais- pour ou contre la prison en général. Mais là, à ce stade, je dis même pas que je suis contre ou pour l'enfermement d'un chef d'État. S'il doit être enfermé, que la magistrate le décide, il le décide. Je dis juste, c'est au magistrat de décider de cette peine-là. Et C'est tout. c'est une transition aussi vers un sujet, moi qui me tient à cœur, on en parlait en off, et ça, nous, on le subit, les personnes de l'écosystème, parlons-en, des kidnappings, objacking, criminalité financière liée au Bitcoin, qu'on entend tous, et qui nous rend, moi et tous mes confrères, apeurés. Ouais. Et il y a vraiment un système de la terreur, là. Et justement, nous, on se dit, parce que il y a des gens qu'on entend et qui sont retrouvés. Là, certes, il y a une peine hier qui a été donnée de 9 ans et 5 ans, donc c'est soi-disant exemplaire. Moi, je trouve que 5 ans pour terroriser toute une famille, avoir séquestré quelqu'un, ça l'est pas forcément. D'accord. Et il y a d'autres gens qui sont relâchés. Là, typiquement, la présomption d'innocence, pour nous, elle est, entre guillemets, gravissime. Quand on sait que la personne elle y a participé, mais qu'on n'a peut-être pas mais qu'elle n'est pas condamnée. Alors c'est-à-dire attends, qu'elle c'est va intéressant ce que continuer. tu viens de dire. Quand Ouais. on sait qu'elle a participé, mais qu'on n'a pas de quoi, de preuves. Si les gens Si on sont n'a pas de relâchés, preuves, comment on le sait? ils les ont retrouvés. Évidemment, je n'ai pas le dossier. Ils les ont retrouvés. Ils sont liés, parce que généralement, c'est... Là, typiquement, il y a eu un cas où c'était les mecs qui ont failli... Il y avait un kidnapping prévu, donc les mecs qui ont failli prendre un mec que je connais. Bon, mais les mecs sont relâchés. Donc, je n'ai pas les noms précisément. Je ne sais pas qui a fait quoi dans la bande, mais en tout cas, ils y étaient liés. Ils ont été entendus. Maintenant, ils sont dans le... dans la nature. quoi. Alors, moi, je connais pas ce cas précis, donc j'ai du mal à Oui. en parler. En revanche, il se trouve que je suis l'avocat d'un individu à qui on reproche des choses très graves dans le cadre justement de ces kidnappings et séquestrations de personnes qui ont des bitcoins. Aujourd'hui, il est en détention provisoire. Et dans le cadre de ce dossier, il y a peut-être des dizaines de personnes, parce que c'est un gros dossier où effectivement il y a beaucoup de personnes qui, selon les magistrats instructeurs, sont impliquées, et il y a des dizaines de personnes qui sont mises en examen. La plupart sont aujourd'hui en détention provisoire. Ça veut dire que ces personnes n'ont pas encore été condamnées, et elles sont, pour la plupart, en prison. Donc moi je parle de ce que je connais, je parle de ce dossier qui d'ailleurs a été un petit peu médiatisé. Ils sont tous en prison. Il y a eu un doigt coupé dans ce dossier?
Il y a eu, alors c'est compliqué parce qu'il y a un dossier, il y a des ramifications. Il y a d'ailleurs, pour tout dire, des dossiers qui aujourd'hui sont distincts, qui demain seront peut-être réunis à l'aune de ce qu'on appelle, je ne vais pas être trop technique, mais une jonction de procédures. Mais donc oui, enfin dans ce dossier-là, il y a cette affaire effectivement potentiellement de doigts coupés, mais à voir dans quelle mesure ils vont en faire qu'un seul dossier, parce qu'il y a peut-être cette idée à la fin d'en faire qu'un seul dossier, même si aujourd'hui c'est des dossiers un peu disparates. Mais ces individus sont en détention provisoire. Alors même que, moi je me pose la question, si parmi ces dizaines d'individus qui sont mis en examen et en détention provisoire, est-ce qu'il n'y en a pas qui à la fin, je dis pas tous, hein, mais est-ce qu'il n'y en a pas à la fin dont on estimera on a été un petit peu vite et finalement il a été innocenté. Auquel cas d'ailleurs s'il est innocenté, d'abord c'est un drame humain et au-delà de ça c'est le contribuable qui paye, hein, parce qu'il va demander l'indemnisation de sa détention provisoire et c'est toi et moi qui via nos impôts allons indemniser la détention provisoire indue de cet individu qui finira par être relaxé. Est-ce que la société gagne plus à payer un dédommagement à quelqu'un qui a été condamné, qui a été en détention à tort, plutôt que de laisser d'autres personnes dangereuses dans la nature. Tu dis quelque chose d'intéressant, tu prends le point de vue de la société, c'est très intéressant. Et je comprends que tu prennes ce point de vue de la société, c'est pas mon rôle. Oui, c'est ça. Voilà, moi je défends... C'est ça que c'est hyper intéressant. Je défends les intérêts d'un individu. Et je ne considère pas que les intérêts d'un individu disparaissent devant l'intérêt de la société. C'est important l'intérêt de la société. Bon, pour moi, l'intérêt de la société supplante l'intérêt individuel. Non, mais il est important l'intérêt de la qui doivent être société. faits quelque part. Il est important l'intérêt de la société. Et je suis pas en train de dire qu'il faut s'en débarrasser. Mais l'individu, il existe. Et l'individu, il a des droits. N'en déplaise à la société et n'en déplaise à ceux qui regardent les reportages et qui sont horrifiés devant leur télévision et que je comprends. Ah, mais c'est pas dire, mais on le vit. On le vit. On le vit, bien sûr, encore plus, a fortiori pour ceux qui le vivent. A fortiori pour ceux qui le vivent. Mais les intérêts de la société sont représentés par ce qu'on appelle le procureur de la République. Il est là, il parle, il requiert, il demande des peines lourdes, il demande la détention provisoire. Moi, mon rôle, c'est de dire, ok, la société, c'est important. En attendant, cet individu-là, c'est pas non plus quantité négligeable. Parce que pour moi je fais partie, c'est horrible à dire, mais je fais partie de ceux qui vont dire c'est quantité négligeable. Le jour où je suis aussi un satellite et je paie le prix de personnes qui étaient dans mon écosystème et qui ont fait des choses pas bien, je conçois le fait que je puisse être condamnée à tort ou en tout cas en détention. Et c'est quelque chose que tu acceptes? Oui. Parce que pour moi, l'intérêt de la société supplante l'intérêt supplante l'intérêt individuel. Là, pour le coup, la sécurité, la sérénité de la société. Et pour moi, en France, on a trop fonctionné à l'inverse. Mais alors là, pour le coup, on est sur un débat qui est passionnant, moi qui m'intéresse beaucoup, et qui est philosophiquement et historiquement très ancré. Bon, il y a la phrase de Voltaire, il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Mais au-delà de ça, moi je vais prendre un exemple qui rejoint ce que tu dis. C'est l'affaire Dreyfus. Alors ça paraît très long, l'affaire Dreyfus, mais qu'est-ce que c'était? C'était le sort d'un petit individu, quantité négligeable, dit-on, dont on a dit qu'il devait s'effacer devant l'intérêt de la crédibilité et de la réputation de la France et notamment de l'armée. L'armée ne pouvait pas se tromper, il fallait protéger l'armée, il fallait protéger la réputation de la France qui ne pouvait pas se tromper, et peu importe si un petit colonel, quantité négligeable, finalement était condamné à tort. L'affaire Dreyfus, c'est ça. Et donc la France s'est déchirée sur cette question. Beaucoup de gens disaient... C'est pas grave, monsieur Dreyfus. C'est pas Alors, il y a aussi les questions, bien sûr, d'antisémitisme, etc., mais que je mets de côté parce qu'on peut pas non plus résumer Dreyfus à ça. La moitié de la France disait c'est pas grave, un petit colonel. Ce qui compte, c'est d'abord la société, c'est d'abord que la France et que l'armée soient respectées et qu'on ne jette pas le discrédit sur l'armée, qui était bien plus important. Et d'autres qui disaient c'est très important la société, mais on ne va pas mettre un innocent pour autant en prison et effacer la situation de l'individu. Donc la France est déchirée, et moi de ce côté-là, je ne veux pas non plus te renvoyer à des thèses qui ne seraient pas les tiennes, mais de ce côté-là, moi je suis du côté du Dreyfus, qui est l'individu qui a été diffamé et condamné pour rien, et pas du côté de la société qu'il a fallu un moment préserver contre cet individu. Mais est-ce que Dreyfus, c'était un symbole, et c'était un incident aussi isolé, là où nous, il y a quasi un kidnapping tous les 2 jours, typiquement sur ce cas-là, par rapport à la crypto. Est-ce qu'il ne serait pas... C'est la même chose. C'est la même question. Non, parce que là le symbole... C'est ce que tu dis, c'est l'individu et la société. Et donc, je suis désolée d'être insistante pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur, avec tous mes collègues et moi. Il y a une question de symbole aussi. Dreyfus, c'est peut-être une personne isolée versus le symbole de la personne isolée. Et il y avait le symbole de l'armée aussi. Mais là, quand on est dans une recrudescence ou une régularité, je dirais, des incidents dans la crypto, c'est quasi tous les 2 jours, on n'est plus de l'ordre du symbole. C'est plus l'accusé ou le présumé innocent n'est plus une victime isolée, vue. C'est un groupe, une mafia. C'est ça, l'individu est toujours un individu. Ouais. L'individu reste toujours un individu.
Dreyfus, il n'a pas été un symbole tout de suite. Il est un symbole aujourd'hui en 2026. Il est devenu un Oui, symbole, oui, bien oui, sûr. c'est intéressant. Mais à la base, au début, en 1896-17, c'est juste un individu aussi. C'est pas encore Dreyfus réhabilité, etc. Donc l'individu aujourd'hui, y compris en 2026, c'est toujours un individu. Et des individus qui sont parfois écartés et qui servent de bouc émissaire, ça existe aujourd'hui encore. Alors je parlais d'Éric Dupond-Moretti, bon lui encore ça va, mais on a eu des individus qui se sont retrouvés, voilà, on peut parler de l'affaire Doutreau, enfin des individus qui se retrouvent accusés, pareil, hein, l'affaire Doutreau, c'est extrêmement grave ce qui est reproché. On est sur des crimes extrêmement graves, sur des enfants, etc. Et ce n'était, ils étaient plus qu'un individu, ils étaient 10-12 à peu près, ils étaient assez nombreux. Donc on aurait pu se dire, bon bah c'est pas juste un individu, c'est un groupe, là l'intérêt de la société, etc. est plus important, on va pas prendre de risques. Bah voilà, il se trouve que l'affaire Doutreau est l'un des plus grands scandales judiciaires de ces dernières décennies parce qu'on a voulu justement oublier ces individus dont tu dis qu'ils doivent se ranger un petit peu derrière l'intérêt de la société. Et là, j'ai une question, mais c'est vraiment une parenthèse, parce qu'après, je veux revenir malheureusement sur les sujets crypto. Est-ce qu'un pédophile, pour toi, comment un pédophile doit être condamné? Alors, d'abord, je vais choquer un petit peu, mais un pédophile ne doit pas être condamné. Qu'est-ce que c'est un pédophile? Un pédophile, c'est quelqu'un qui est attiré par les enfants, ce qui n'est ni un crime ni un délit, ce qui est une pathologie, ce qui est une déviance potentiellement. Donc, malheureusement, il peut arriver à tout un chacun d'être pédophile, ça veut dire d'avoir des désirs pour des jeunes enfants. C'est terrible, c'est une infraction, c'est très grave à partir du moment où il y a un commencement d'exécution. Tant qu'il n'y a pas de commencement d'exécution, qu'il ne fait rien sur Internet, rien en face, le désir pédophile qui nous choque, qui est moralement peut-être répréhensible, mais dont je dis, parce que j'ai vécu ça avec des clients parfois, que l'individu n'en est pas responsable, il ne peut pas être condamné pour ça. Donc je sais que ce n'était pas vraiment ta question, mais ça me paraît être un préalable nécessaire quand même. C'est hyper intéressant parce que à partir du moment où c'est une pathologie, on ne devrait pas accuser les gens. Enfin, on ne devrait pas être outré par ça si c'est une pathologie. Après, c'est normal que ça choque. À partir du moment où il y a une mise à exécution du désir. Et ça, c'est très différent. Mais ça, bien du sûr. coup, voilà, selon c'est très différent. Mais juste pour finir là-dessus, parce que ça me paraît important, en Allemagne, je donne un exemple, il y a des numéros verts pour les pédophiles. Ça peut surprendre, hein, mais il y a des numéros. Si vous avez des désirs pédophiles, si vous avez des désirs pour des jeunes enfants, moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve appelez-nous. Ça très bien. Mais en France, on n'est pas prêt. Et je le regrette, parce qu'aujourd'hui, ces individus-là se retrouvent très isolés, très seuls, et dans ce cadre-là, quand ils sont très isolés et très seuls, ils se retrouvent peut-être face à un ordinateur, à faire des choses sur Internet, à aller voir des vidéos, parce qu'ils ne savent pas parler, parce qu'on n'accueille pas cette parole. Alors je sais que dire aujourd'hui il faut accueillir la parole au pédophile, c'est non, faut l'accueillir, parce que sinon ils vont passer à exécution, bien sûr. Il faut l'écouter, parce que sinon c'est dangereux. Bien sûr c'est dangereux pour les enfants et c'est une évidence, mais y compris pour l'individu, c'est des souffrances énormes. Donc la question c'était, j'y reviens parce que la pédophilie, voilà, c'est des actes pédophiles qui bien sûr sont le principe, ce qui pour moi est très différent. Et tu me disais, quel devrait être le traitement pour des pédophiles qui sont passés à l'acte? Le traitement, évidemment. C'est l'enfermement à vie, c'est des soins. Évidemment, bien sûr. Le traitement, très souvent, ce sont des personnes qui sont très seules. Et donc, je l'ai remarqué à plusieurs reprises, j'en ai défendu un certain nombre. La phase judiciaire pour ces individus-là, elle est extrêmement importante. Parce que pour eux, franchement, c'est un soulagement. Tous ceux que j'ai défendus, pour eux, ça a été un soulagement de se faire arrêter. Ça a été presque un soulagement d'aller en prison. Ça a été un soulagement de pouvoir en parler à leurs proches parce qu'ils vivaient seuls. Ils vivaient dans le secret, ils vivaient dans la honte et ils vivaient, bien sûr, pour certains, dans le délit ou dans le crime. Et donc, c'était des choses qui n'étaient appréciables pour personne. Donc, il y a la phase d'information judiciaire, la phase judiciaire pendant laquelle on peut parler. Et très souvent, ces individus parlent. Hein. C'est pas des gens, ça peut arriver, des gens qui disent non, c'est pas vrai, j'ai rien fait, etc. Mais très souvent, ils sont pas dans la négation. Ils disent c'est vrai. Ils reconnaissent assez rapidement ce qu'ils ont fait. Et la phase judiciaire leur permet de parler, leur permet d'accepter ce qu'ils sont, d'accepter leurs désirs et leurs déviances potentiellement pathologiques, et leur permet d'être traités, d'être accompagnés. Donc, il y a un moment, bien sûr, une phase carcérale. Ça dépend encore une fois de la gravité. Il y en a qui ont pu voir seulement des vidéos, je dis seulement, je mets des guillemets, mais il y en a qui seulement ont pu voir des vidéos sur Internet, il y en a qui sont passés à l'acte dans la vraie vie. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y en a pour qui effectivement la phase carcérale sera peut-être longue ou très longue, et il y en a pour qui elle sera peut-être réduite, ou si jamais c'est juste la consultation d'un site internet une fois, ça sera juste peut-être la phase judiciaire, un moyen d'enclencher une réflexion, sans nécessairement que ce soit nécessaire de mettre l'individu en prison pendant des mois. Ça ne servirait pas forcément à grand chose. Donc il faut adapter, et là, mais est-ce que ça se traite, c'est le cas de la justice, c'est faire du cas par cas. Est-ce que ça se traite? La science avance, on essaye d'avancer psychologiquement, psychiatriquement, pour savoir d'où ça vient, pour savoir comment on peut avancer. Est-ce qu'on peut en venir à bout complètement? C'est des questions qui sont un peu en suspens. Pour certains, oui. Pour d'autres, c'est plus difficile.
Et pour d'autres, c'est un peu comme tout. Il faut que chaque individu puisse se contrôler. Puisqu'encore une Ouais. fois, c'est pas une infraction. Le désir en tant que tel n'est pas une Oui, infraction. oui, oui. Donc il faut que l'individu s'empêche de commettre des crimes Parce ou que des délits. c'est sorti encore hier. Alors, en plus, j'ai un trou là, un pédophile hyper connu, et dans sa cellule, ils ont retrouvé encore des centaines de photos d'enfants. Ouais, Et c'est regrettable. c'est du trou, je crois. Voilà, J'ai c'est vu du ça, trou, voilà, j'ai vu c'est ça hier, tout à fait. Et mais est-ce que et là c'est une question parce que comme tu as défendu donc des pédophiles, est-ce qu'ils ont une sexualité qui est est-ce qu'ils ont une hypersexualité qui est bien plus importante que les autres? Parce qu'on voit, là typiquement, j'imagine pas que son colocataire de cellule a des centaines de photos de femmes. Pourquoi est-ce qu'on retrouve des volumes très importants, un nombre de crimes très importants aussi chez ces pédophiles-là? Alors, déjà, c'est... Parce qu'il y a la culpabilité, mais il y a aussi il y a une culpabilité très importante que j'entends. Bien sûr. Mais il y a aussi le nombre d'actes qui est extrêmement important, qui peut être violent, etc. Est-ce que, par essence, ils ont cette pathologie vient avec une hypersexualité aussi? C'est une question qui s'éloigne un peu du droit. Ouais, mais alors, très honnêtement, on irait regarder dans les historiques et dans les portables de beaucoup d'hommes, on verrait des consultations de sites pornographiques par dizaines, par centaines, de manière hebdomadaire. Et ça, je le redis, chez beaucoup d'hommes. Alors, d'accord, de la pornographie autorisée adulte, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on appelle hypersexualité? L'hypersexualité, chez beaucoup d'hommes, c'est beaucoup et c'est récurrent et c'est autorisé, heureusement, dans la plupart des cas. Donc, c'est pas l'hypersexualité qui pose problème. Maintenant, sur la question de savoir est-ce qu'il y a plus d'hypersexualité chez les pédophiles, j'en suis pas sûr. Parce que c'est vrai que j'entends maintenant du trou, qui travaillent avec du trou n'est pas forcément... Alors, déjà, je pense que quand on parle des pédophiles, c'est difficile de dire les pédophiles. Il faut regarder les cas. On ne peut pas comparer du trou à un autre et ni à un autre à un troisième. Donc il faut vraiment regarder seulement l'individu. Mais oui, du trou, j'imagine que c'est assez particulier. Voilà, si on le connaît, si tu le connais, si on le connaît, c'est que c'est aussi un cas particulier. Je ne pense pas qu'on puisse assimiler tous les pédophiles à du trou. Et tous les pédophiles ne sont pas du trou, heureusement. Beaucoup de pédophiles, par ailleurs, arrivent à se contenir toute leur vie. Beaucoup de pédophiles ne passent jamais à l'acte. Enfin, pédophile, c'est pareil, on n'est pas pédophile ou on ne l'est pas. Il peut y avoir des tendances, il peut y avoir des envies, ça peut être fugace, ça peut s'arrêter, ça peut reprendre. Oui, mais on va dire que là je parle du cas, si je dis pédophile, c'est quelqu'un qui a... C'est plus qu'une... C'est quelque chose qui est régulier, linéaire. Une envie linéaire et qui est passée à l'acte. Ouais. Ah bah s'ils sont passés à l'acte, la justice doit se prononcer et il y a un suivi judiciaire quoi qu'il arrive. Et c'est quoi les profils types, par exemple? Est-ce qu'il y a un profil social, culturel? Et ça, on va y revenir. Par exemple, pour les délinquants, tu me disais souvent famille monoparentale, etc. Est-ce que là, est-ce qu'il y a un contexte social, culturel qui peut pousser à la seule pédophilie? chose, c'est que moi, je n'ai vu et je n'ai entendu parler que d'hommes. Donc ça, c'est quand même la moitié des gens. Et la moitié des gens sont exclus quand même. Les femmes sont exclues de ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Ça veut dire que ça doit exister, mais à mon avis, de manière beaucoup plus faible. Maintenant, dans les profils que j'ai vus s'agissant des hommes, j'ai vu des gens aisés, j'ai vu des gens pas aisés, j'ai vu des gens diplômés, j'ai vu des gens pas diplômés. Donc je pense que pour le coup... c'est quelque chose d'assez bien réparti dans la population et je pense que cette pathologie, je mets des guillemets, cette déviance telle qu'elle est appelée par les psychiatres, frappe un peu au hasard. C'est la pensée que j'ai. Et ensuite, j'irai encore plus loin dans la question de savoir, un, qui est pédophile, qui ne l'est pas, mais deux, qui passe à l'acte et qui ne passe pas à l'acte. Là, je pense aussi que c'est pareil. Parce que c'est un tabou quasi universel, le tabou des mineurs, le tabou des enfants. Surtout aujourd'hui, en 2026, dans les années 60-70, c'était pas pareil. On parlait de Jack Lang, la fameuse tribune qui a été signée pour défendre l'amour avec les enfants. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'imagine plus aujourd'hui. Voilà, mais aujourd'hui, en 2026, c'est un tabou ultra répandu. Donc, je pense que ce tabou, il existe partout, dans toutes les couches de la société, diplômé, pas diplômé, aisé, pas aisé, partout. Donc, je pense que le passage à l'acte, il peut exister de la même manière partout. Moi, en tout cas, je l'ai vu partout. Donc, je ne peux pas tirer de leçons, moi, à partir de ce que j'ai vu. Et grosse sortie de route, mais tout à fait nécessaire au regard de l'actualité. Epstein, du coup. Est-ce que c'est de la pédophilie ou est-ce que c'est du process il y en a qui disent satanique, d'autres... Alors, c'est difficile. J'ai beaucoup lu et je suis beaucoup intervenu moi, sur l'affaire Epstein. Donc, j'en ai beaucoup entendu parler. Maintenant, c'est difficile. Le dossier, je ne l'ai pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il voit qu'il faisait venir des filles mineures chez lui pour des massages. D'après Jack Lang, c'était une kermesse aussi. Non, mais voilà. Non, mais c'est très difficile de s'exprimer là-dessus parce qu'en plus, la pédophilie, c'est très particulier. C'est en général des filles prépubères. Prépubères, c'est pas mineur. Prépubère, c'est 11, 12 ou peut-être 13 ans maximum. Enfin voilà, ça dépend bien sûr des filles. Mais de ce que j'ai compris, les filles qu'il faisait venir étaient des filles de 15, 16, 17 ans. Désolé, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose au sens, encore une fois, au sens
psychiatrique du terme. La pédophilie, c'est pas les adolescentes. La pédophilie, c'est les enfants. C'est deux choses et deux notions très différentes. Donc, est-ce qu'on peut parler de pédophilie s'agissant d'Epstein? Je suis pas sûr, au sens où je crois, de ce que j'ai vu encore une fois, j'ai pas d'accès au dossier, que les filles évoquées n'étaient pas prépubères. Elles étaient plutôt adolescentes, voire proches de la majorité. Il n'en demeure pas moins que ce sont bien sûr des crimes, voire des délits, des délits, voire des crimes. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que derrière il y a du satanisme? On peut tout. Enfin, c'est aussi une machine à fantasme incroyable cette affaire Epstein. On peut imaginer, si vous voulez, les trafics d'organes, les machins, les trucs. On peut tout imaginer. Maintenant. Mais à ce stade, voilà, toi qui es avocat, à ce stade, qu'est-ce qui est, parce que personne n'est condamné évidemment, mais qu'est-ce qui est prouvé en fait? S'agissant d'Epstein? Ouais. Bah, ce qui est prouvé, c'est réel. Ce qui est prouvé, il a été condamné, je crois, en 2009 pour des faits. Donc ça, c'est prouvé, c'est accepté. Il a été condamné par la justice. Moi, c'est mon côté, je suis désolé. C'était des faits financiers, sexuels? Non, c'était sexuel. Alors, j'ai plus le détail, mais il a été condamné à une peine qu'il a acceptée par ailleurs. Ça avait été une peine négociée à l'époque. Il avait été condamné à une peine d'ailleurs assez lourde sur des faits d'un volet précédent Epstein. Donc, on savait déjà, ça fait très longtemps qu'on sait que Epstein est un délinquant sexuel en vérité, parce qu'il a été condamné pour cela il y a déjà une quinzaine d'années. Maintenant, je suis désolé. Moi, je suis avocat, je suis pas journaliste. Donc, les journalistes te diraient, on sait ça, on sait ça, on sait ça. Moi, je suis avocat, je te dis, tant qu'on n'a pas de décision de justice qui a été rendue, on ne sait rien. Ouais. Parce que c'est la justice qui permet de voir les choses de manière contradictoire, qui permet de donner la voix à un avocat, donc au contradictoire et à la défense, et qui permettent la manifestation de la vérité. Les journalistes, désolé, j'aime beaucoup un certain nombre de journalistes et je respecte ta profession, mais les journalistes qui font leur enquête et qui, 3 minutes avant de boucler l'enquête, vont passer un coup de fil à l'avocat pour savoir ce qu'ils veulent mettre en 2 lignes, c'est pas ça le contradictoire. Oui, et puis c'est pas le vrai contradictoire qui permet vraiment d'avoir un avis éclairé sur ce qui s'est passé. Et chaque journaliste ou chaque grand média a son propre narratif aussi, c'est ça? Bien sûr, donc, évidemment. Ils ont leur stratégie éditoriale, donc tout est tronqué aussi. Donc. Voilà. Alors, moi je pense qu'il y a une chose qui n'est pas tronquée ou qui ne devrait pas l'être, c'est la justice. La justice peut se tromper. Mais je pense que ça doit rester le référentiel commun, parce que si on l'a, on n'a plus rien. Ça ne veut pas dire que la justice ne peut pas se tromper. On parlait de Dreyfus et d'autres. La justice, ou d'Outreau, la justice peut se tromper, mais on a besoin d'un référentiel commun. Et si ce référentiel commun, ce n'est pas l'institution judiciaire, alors il n'y en a plus. Parce que c'est la presse et il y en a trop, parce que c'est la morale et il y en a trop, et parce que ça va être aussi des biais politiques et il y en a trop des différents. Donc on a besoin d'un référentiel commun, et si ce n'est pas la justice, je ne vois pas lequel ça pourrait être. Et revenons, là on a parlé des profils des pédophiles, délinquants sexuels. Et revenons au profil de ceux dont on a parlé tout à l'heure, des criminels, de la criminalité liée au Bitcoin en ce moment. Et on en parlait en off, c'était hyper intéressant. Sur ce que tu as observé en tout cas. Oui, moi ce que je constate sur cette délinquance-là, c'est que c'est une délinquance ordinaire, c'est pas une nouvelle délinquance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le code pénal, le code de procédure pénale est très bien fait. C'est qu'on a ce qu'on pourrait appeler des nouveaux crimes ou des nouveaux délits qui sont commis. En vérité, non. Ça rentre toujours dans des cases juridiques qui existent depuis quasiment le code Napoléon. Que ce soit vol, que ce soit séquestration, que ce soit violence, tout ça, c'est des choses qu'on connaît. Quand je dis on, c'est les juristes, les magistrats, les avocats. On connaît ces cases-là. Elles ne sont pas nouvelles. Elles ont des applications nouvelles, bien sûr, mais ce sont des cases juridiques qui existent. Donc, c'est une délinquance que moi, je qualifie, en tout cas du côté de leur auteur, de délinquance ordinaire. À savoir que les auteurs de ce type de faits sont des délinquants ordinaires. Ils faisaient il y a 30 ans des braquages, il y a 10 ans ils faisaient peut-être du stup, aujourd'hui ils font ça, c'est-à-dire qu'ils cherchent à se renouveler pour savoir, c'est un peu bête, mais où est l'argent ? Ça c'est la première chose, l'argent n'est plus dans les coffres en banque depuis longtemps, l'argent n'est plus dans les agences bancaires, vous y allez, il n'y a plus d'argent, ou en tout cas plus rien qui justifie de faire des casses de cette nature. En plus après il faut aller écouler le cash, etc., c'est très difficile. Donc l'argent n'est plus là et il est ailleurs. Et 2, comment on peut le faire en essayant de ne pas se faire choper? C'est la deuxième chose. Aujourd'hui, les braquages, c'est plus possible. En termes d'ADN, de téléphonie, etc., celui qui arrive à faire un braquage sans se faire choper, c'est toujours possible. Ça peut arriver. Mais en général, aujourd'hui, la justice est très rodée et les enquêteurs sont très rodés à ça. Donc, les délinquants, comme toujours, essaient d'avoir un coup d'avance. Ils essaient d'avoir un coup d'avance. Et donc là, ils ont trouvé un nouveau filon, d'une certaine manière, en étant un peu cynique, employant ce mot-là. Ils ont trouvé un nouveau filon, mais ce sont les mêmes délinquants que ceux qui faisaient d'autres actes hier et avant-hier. À savoir que ce ne sont pas des gens qui sont, si vous voulez, qui réfléchissent dans des espaces de coworking avec des suites et des casquettes en disant tiens, on va faire ça. Pas du tout. Ça reste des délinquants avec des profils de délinquants. Qu'est-ce que c'est le profil de délinquant? Ça peut toujours être réducteur de dire ça, mais c'est des gens issus plutôt de milieux défavorisés, c'est des gens plutôt avec des familles monoparentales, et lorsque je dis monoparentales, bien sûr c'est la mère, c'est des gens... C'est hyper intéressant ça, de se dire, ok, la proportion de délinquants, de criminels finalement financiers, etc., sont des garçons issus d'une mère célibataire. Mais bien sûr, les pères sont absents, c'est terrible à dire, mais les pères sont absents, on ne les voit pas, et moi je reçois
C'est terrible à voir, hein, parce qu'on imagine, et c'est vrai, en général, s'agissant des délinquants, des jeunes hommes robustes, forts, etc. Et c'est vrai, d'une certaine manière, ils sont forts et ils savent ce qu'ils font. Et donc, quand ils se font arrêter, pas tous, hein, parce qu'il y a des innocents parfois qui se font arrêter, mais un certain nombre, quand ils se font arrêter, ils savent pourquoi. Donc, comment dire, ils sont pas forcément surpris. Ils ont la tête sur les épaules, ils savent ce qui se passe. Et pour un certain nombre d'entre eux, ça fait partie, d'une certaine manière, du process, voire du business plan. C'est terrible à dire, mais c'est comme ça. En revanche, les mères que je reçois à mon cabinet, que je vois en pleurs, en larmes, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui n'imaginaient pas leur fils là-dedans et qui voient leur fils, souvent fils unique, hein, ça arrive aussi, partir en prison. Et parfois, lorsque c'est pas un fils unique, c'est le deuxième sur 2 fils qui part en prison. Et elles sont totalement dévastées. Ça ne change pas. Vous voyez, ça ne change pas. Il y a des choses qui ne changent pas. Et la détresse des mères qui n'arrivent pas à contrôler ces garçons, pour le coup, c'est un immuable. Et c'est quelque chose qui ne bouge pas aussi. Hier, aujourd'hui, et encore une fois, on parle d'aujourd'hui des choses nouvelles, mais demain, parce que demain, il y aura, j'en doute pas, des choses nouvelles. Là, on voit bien que, encore une fois, toujours avec un coup de retard, les pouvoirs publics et les enquêteurs réagissent. Et les enquêteurs, je parle des pouvoirs publics, mais les personnes privées aussi, hein, s'organisent avec des gardes du corps privés, avec une manière différente de fonctionner. Chacun s'organise. Mais donc, ils vont s'organiser très bien. Et malheureusement, il faut craindre que la délinquance aussi se renouvelle. Donc la délinquance cherche toujours à se renouveler. Mais la délinquance se renouvelle, est-ce que les textes et les procès juridiques, eux, se mettent à jour? Parce qu'on voit aussi des délinquants qui sont toujours de plus en plus jeunes, les textes aujourd'hui sont plus adaptés. Non, je crois pas. Les textes sont toujours adaptés, puisque un vol est un vol. Un vol, encore une fois, qu'il ait lieu au XVIIIe siècle parce qu'on va faire un hold-up dans un bar, ou un vol parce qu'on va arrêter quelqu'un et le séquestrer pour lui demander de faire un virement via Bitcoin, c'est un vol. Alors, c'est un vol, c'est une séquestration. Donc les catégories juridiques sont les mêmes. Qu'est-ce qu'on veut changer dans le droit ? Encore une fois, là, moi c'est les moyens d'enquête qui doivent changer. C'est les moyens d'enquête, c'est les condamnations, parce que des jeunes, parce qu'ils ont moins de 18 ans, qui ne sont pas condamnés, par exemple, ou pas enfermés. Non. Alors, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'est pas condamné. Si on doit être condamné et qu'on est reconnu coupable, on est reconnu coupable. Ça n'existe pas. Monsieur, vous avez 16 ans, vous êtes, on va dire que vous êtes innocent parce que vous avez 16 ans. Ça n'existe pas. Oui, mais ce sont des peines qui sont... Et en plus, tu as parlé aussi du problème de la récidive. Il y en a, ça fait partie du process aussi. Oui, en fait, un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre. C'est une justice qui est pas assez punitive, vu le nombre, de récidives. Alors, en fait, on a la sensation, nous, de l'extérieur, qu'il y a un laxisme qui fait qu'on sent l'insécurité permanente. C'est une question intéressante. Est-ce que c'est parce que les peines ne sont pas assez lourdes que des individus passent à l'acte ? Oui. Ça revient à dire que les individus, et surtout les mineurs que tu évoques, donc ils ont 15, 16 ou 17 ans, vont ouvrir le code pénal ou le code de procédure pénale avant de commettre un acte. Moi, il n'y a aucun de mes clients, mais zéro, management par la peur, qui sait quelle est la peine encourue alors qu'elle existe. Mais ils ne savent pas quelle est la peine encourue. Donc si jamais tu passes de 8 à 10 ou de 10 à 20 ou aller de 20 à 30, il ne le saura pas, lui. Mais non, lui, il ne le saura pas. Il l'aura vu, le grand du quartier, et ci et ça, un qui sera enfermé à vie, l'autre qui sera enfermé 10 ans. Enfin, on le voit, quand la justice est punitive, si on fait à la Nayib Bukele, justice punitive, délinquance en moins, criminalité en moins, etc. Et on se dit, en France, on est hyper laxiste. Et donc, on voit Je peux me permettre de te poser une question ? Ouais. Est-ce que tu fumes ? Oui. Ok, tu fumes. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que sur tous les paquets de cigarettes que tu ouvres, c'est marqué que le paquet de cigarettes que tu vas ouvrir et que tu vas consommer va provoquer chez toi, désolé pas pour te viser, mais provoque chez celui qui fume en tout cas, provoque cancer, infertilité, souffrance, extinction de voix et beaucoup de problèmes. Et tout ça, c'est marqué noir sur blanc sur le paquet de cigarettes que tu vas ouvrir. Est-ce que ça te dissuade de fumer ? Deux choses. Parce que c'est vrai que la maladie et la génétique, tout est aléatoire. Donc tout le monde est aléatoire. Se dit, non, c'est pas aléatoire. Non. Fumer augmente considérablement. Non, c'est pas aléatoire. Il y a des gens qui ont des cancers des poumons et ils n'ont jamais fumé de leur vie. C'est pas vrai. On se dit, non mais c'est le biais non, mais c'est le biais aussi. que tu as. Mais tu sais très bien qu'en fumant, on te le dit aujourd'hui, c'est largement prouvé scientifiquement, la répression, la punition, puisque c'est ce dont tu parles, la punition du fumeur, elle est certaine. Elle est certaine. Est-ce que ça te dissuade ? Non. Si. Non. Il y en a plein qui arrêtent. Aujourd'hui, la Gen Z boit moins, la Gen Z ne boit pas, ne fume pas, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on leur a martelé que c'était pas bien, et parce qu'ils ont aussi vu leurs aïeux, leurs grands-frères, leurs parents souffrir de cancer, et parce qu'on les a martelés à une personne sur deux qui aura 50 ans dans quelques années
aura le cancer. Donc, tu vois, la Gen Z, c'est un impact quand Alors, déjà, ce qui est différent, c'est qu'il ne commence pas, ce qui n'est pas la même chose de s'arrêter, Oui. ce qui est déjà différent. Et ensuite, moi, je ne suis pas certain que ce même. soit C'est pas une si vrai que ça. addiction, le crime, c'est pas une Je addiction. suis pas certain que ce soit si vrai que ça parce que, encore une fois, on parle de la cigarette, d'accord, mais on peut parler aussi des drogues, hein. On peut parler du cannabis, on voit de la cocaïne. Tout ça, c'est pas Oui. des choses qui sont en Mais baisse, là, par hein. exemple, C'est des choses qui augmentent. marché- Et pourtant, on connaît les dangers. La cocaïne, c'est pas marqué sur le paquet par définition parce que c'est pas légal. Mais on connaît les dangers de toutes ces substances-là et elles n'empêchent pas de nombreux jeunes de commencer. Ah, on alors va que parler de ces la dangers-là, légalisation du cannabis on aussi, peut en parce que- parler aussi, ouais. mais ces dangers-là, ils existent, ils sont certains, et encore une fois, ils ne sont pas dissuasifs. Donc je ne crois pas à l'effet dissuasif. Et on peut reprendre le débat de la peine de mort aussi. La peine de mort n'a jamais dissuadé personne. Et excuse-moi, Ça, c'est un vrai débat, déjà. C'est un vrai débat philosophique. La peine de mort, t'es pour ou contre? Je suis contre. Je suis contre. D'accord. Je suis contre, farouchement contre. D'abord, pour une raison qui pour moi est définitive, c'est que l'erreur judiciaire est possible. Donc, quand l'erreur judiciaire est possible, on va pas prendre le Et risque. quand le crime est reconnu? Mais alors, il y a des crimes qui sont reconnus et qui peuvent quand même être à la source d'erreurs judiciaires. Je peux parler de Patrick Dills. Hein. Patrick Dills a reconnu un crime, il a passé 7 ou 8 ans en prison, à la fin il était innocenté. Sous la pression, il y en a certains qui reconnaissent des choses. Patrick Dills était jeune, il était mineur, et j'en ai défendu un certain nombre, moi aussi, hein, des gens parfois qui ont reconnu des choses et qui à la fin ont été relaxés, innocentés. C'est des choses qui arrivent. Donc non, l'erreur judiciaire... Relaxé, innocenté parce que tu as fait en sorte qu'il le soit, ou relaxé, innocenté parce qu'en fait, ils avaient admis, ils avaient dit avoir commis ce crime uniquement sous la pression. Parce qu'il y a deux choses. Il y en a qui peuvent être innocentés parce qu'il y a un vice de procédure ou autre chose, parce que l'avocat est extrêmement talentueux et brillantissime, et tu as autre chose où le mec, en fait, s'est senti obligé de commettre un crime sous la pression et finalement ne l'a vraiment pas fait. Non mais moi je distingue pas dans les innocences. Je fais pas les innocences C'est coupables ça et qui est les beau. innocences C'est innocentes. ça qui est beau de parler à un non mais avocat. voilà, non mais je distingue pas dans les... Parce que si tu commences justement à dire lui est innocent mais c'est pas un vrai innocent, bah c'est fini en fait. À quoi ça sert? Non mais là, à quoi ça je te sert la parle d'un point de vue justice? philosophique, là je comprends, Oui, là mais c'est même, l'avocat qui me je parle. vais plus loin d'un point de vue philosophique. Si tu considères qu'une décision de justice qui innocente quelqu'un, derrière tu repasses derrière pour savoir si Non, vraiment... tu repasses pas. Si, tu repasses derrière en disant si c'est vice de procédure ou si machin, c'est que c'est pas une vraie innocence. C'est un peu ce que tu dis. Oui, mais ça compte aussi. Une innocence est une innocence. Moi un je mec ne qui a commis distingue un pas dans les crime et que innocences. tu arrives à l'innocenter. Et déjà, c'est pas, enfin, le mythe du vice de procédure qui permet d'innocenter le coupable. Moi, encore une fois, je parle comme la française moyenne qui ne fait que lire les journaux, tu vois. Donc, mais c'est bien. Au moins, la plupart des gens ne sont pas dans le circuit judiciaire, donc ils ont un peu les mêmes a priori. Mais alors, tu parles d'une chose intéressante, ils ont les mêmes a priori. Il y a une chose que tu peux faire, que tout le monde peut faire, tous ceux qui lisent la presse et qui passent des heures à regarder des faits divers et à lire en plus de manière tout à fait inutile. Non mais bien sûr, oui. ils peuvent faire un truc très simple, où qu'il soit, c'est pousser la porte d'un tribunal. Ils y passent 3 heures. Les comparutions immédiates, c'est tous les jours du lundi au vendredi, parfois y compris le week-end, dans tous les tribunaux de France. Donc ils vont un jour au tribunal à 13h30 par exemple au tribunal de Paris, ils y vont, ils y passent 3 heures. Ils repartent à 17h, ils sont chez eux. Ils voient comment la justice fonctionne. Et en ressortant de là, ils vont me dire s'ils trouvent qu'elle est laxiste, ils vont me dire s'ils trouvent qu'elle est trop en faveur des présumés coupables, des prévenus ou des accusés, et ils vont assister à ça. Et je suis moi persuadé que ça va changer. Et sur quoi je m'appuie pour dire que ça va changer? Pas simplement sur quelque chose d'un peu péremptoire. Je m'appuie sur le fait que régulièrement, je plaide devant les jurés citoyens. Dès que je suis en cour d'assises, je plaide devant des gens qui sont tirés au sort. Donc je plaide devant le peuple français. Et lorsque je plaide devant le peuple français, donc des individus qui ne sont pas des magistrats rouges ou je ne sais quoi, je vois comment ils jugent, y compris les mineurs, y compris les adultes. Et je vois ce qu'ils pensent d'un dossier lorsqu'ils ont passé vraiment 2 jours pleins, 3 jours pleins, le nez dans le guidon, à aller voir le détail, pas simplement à lire la dépêche AFP ou le truc un peu général, ou même l'article qu'on croit un peu fouillé. Mais l'article un peu fouillé, s'il est très fouillé, on met 25 minutes à le lire. Hein. Allez, 30 minutes, allez, 1 heure peut-être. Une cour d'assises, c'est 3 jours pleins, c'est 3 fois 8 heures, c'est 25 heures sur un dossier. Et lorsque les jurés d'assises, donc encore une fois des citoyens tirés au sort, passent 25 heures sur un dossier, et bah très souvent, ils en ressortent totalement changés. C'est hyper intéressant, je ne savais pas qu'on pouvait aller comme ça au tribunal de bien Paris. sûr. Voilà, si tu penses que la justice est laxiste et que beaucoup de gens sont innocentés pour rien, va assister encore une fois à n'importe quelle comparution immédiate. Tous les gens qui ont eu un parcours judiciaire, et moi y compris, c'est vrai qu'on a la sensation que finalement la victime est lésée au profit de... il devrait y avoir une indulgence parce que la personne qui a commis un crime... Et encore une fois, ce sont des clichés et c'est des on-dit ou des perceptions qui sont juste personnelles. Indulgence parce que la personne qui a commis le crime vient d'un milieu qui devrait justifier que parce que en fait on a la sensation que la victime finalement est lésée dans pas mal de... Je le comprends et je défends d'ailleurs parfois des victimes aussi.
Et je pense qu'effectivement, c'est difficile le parcours judiciaire pour une victime. C'est extrêmement difficile. Hein, et il faut revivre les choses. C'est très long aussi. C'est-à-dire, pour une victime, c'est aussi très difficile de devoir attendre 3 ans, 4 ans pour un procès. Parfois, c'est nécessaire pour se reconstruire. Mais si jamais il met 4 ans à arriver, la reconstruction, elle met 4 ans à arriver. Donc oui, le parcours d'une victime est très difficile. Moi, je pense que le piège qu'on tend aux victimes parfois, c'est de les enfermer dans ce statut de victime. Oui, Et c'est ça. et je pense qu'il est très difficile pour une victime de sortir de ce piège judiciaire qui lui est parfois tendu, parce que je pense que la reconstruction d'une victime, je ne suis pas sûr qu'elle passe forcément par la salle d'audience, et je pense qu'il faut essayer de s'en émanciper. Plus facile à dire qu'à faire, Oui. mais je pense qu'effectivement la justice et l'institution judiciaire peut être un piège pour un certain nombre de victimes. Et pour un avocat, il est plus jouissif de plaider pour une victime ou un coupable, ou un présumé coupable, ou un présumé innocent. C'est vrai que c'est plus difficile et donc plus challengeant et donc plus satisfaisant d'être du côté des prévenus et des accusés. Ouais. Maintenant, il y a une chose ouais. dont il faut se garder, et tu as employé un beau mot, plus jouissif. Et c'est vrai que parfois je peux ressentir une forme de jouissance dans la défense. Complètement. C'est un piège pour l'avocat. Il faut essayer de s'en méfier. Il faut essayer de se méfier faut essayer de pas. Nous on dit, il faut pas se faire plaisir à l'audience. On en est tenté parfois. Hein, on se fait plaisir à l'audience et on oublie parfois les intérêts de celui qu'on défend parce qu'on veut d'abord, voilà. Donc il faut essayer de garder la tête froide et de pas essayer de trop se faire plaisir à l'avocat parce qu'on est parfois peut-être un peu trop dans la posture, et essayer de corriger ces travers-là qui peuvent être des travers d'avocat. Mais oui, pour répondre à ta question, non seulement c'est plus satisfaisant d'être du côté du prévenu, mais moi je l'ai constaté, c'est finalement, et je m'y attendais pas d'ailleurs au début, parce que j'ai d'abord fait beaucoup de prévenus d'accusés avant de défendre des victimes, et il y a une chose à laquelle je m'attendais pas, c'est qu'il était en fait, contrairement à ce que je pensais, beaucoup plus difficile de défendre des victimes que des prévenus. Ouais. Et je m'y attendais pas, parce qu'en vérité, les chiffres c'est quoi? C'est à peu près 90% de condamnation pour les gens qui comparaissent. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile de perdre un procès lorsqu'on est du côté des victimes. Statistiquement, les chiffres sont du côté des victimes. Les individus qui sont poursuivis, l'écrasante majorité du temps, sont condamnés. Et donc, la victoire, je savais pas. Ah bah oui, okay. Bien sûr. C'est pas une chance sur deux d'être condamné et d'être innocenté. Lorsqu'on arrive au stade du procès, je crois que les acquittements, c'est 5%. Les acquittements, c'est 5% des gens qui comparaissent devant une cour d'assises. Et les peines de prison. Donc, c'est rien du tout. Après, c'est un chiffre qui veut rien dire. Elle est bête, ma question, mais... Ouais. Pour des accusations qui relèveraient de la prison, combien sont réellement... Et ça, encore une fois, là, je ne vais même pas parler du laxisme de la justice. Combien vont en prison ? Ouais, combien vont en prison proportionnellement ? Parce que là, il y a le laxisme de la justice, 1, et 2 aussi, tout simplement, la réalité carcérale qui fait qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Donc, oui, mais c'est difficile de dire ça, parce que si je vole une orange, judiciairement, le code pénal prévoit que je peux aller en prison. Est-ce que c'est justifié ? Non mais tu vois, et donc dans ce chiffre-là, tu vas mettre dans le même chiffre que je pourrais te donner, tu vas mettre ce type-là et tu vas mettre le type qui a fait un braquage à main armée, etc. On peut pas les mélanger. On peut pas les mélanger. Et je vais aller encore plus loin pour des délits routiers, pour un certain nombre de petites infractions. Allez, je vais aller encore plus loin. Usage de stupéfiants. Le code pénal, il prévoit la prison pour celui qui consomme un joint. Pour celui qui consomme un joint en soirée, donc il prévoit la prison. Les textes aujourd'hui ne sont donc plus adaptés, on revient. Alors moi, ils sont pires que non adaptés, ils sont pas appliqués. Ouais. C'est ça le problème, c'est qu'en fait on sait très bien que celui qui consomme un joint, ils sont pas applicables et ils sont pas appliqués. Donc moi je pense qu'un texte qui n'est pas appliqué est un mauvais texte. Voilà. Donc un texte de loi qui prévoit la répression et la prison pour quelqu'un qui fume un joint, alors qu'on sait pertinemment que personne ne va aller en prison pour avoir fumé un joint, ce texte-là n'a aucun sens parce qu'il vient décrédibiliser la justice, décrédibiliser le texte de loi. Donc je pense moi que ce texte de loi n'a aucun sens. Et dans le chiffre que tu me demandais, on les aurait mis sur le même plan avec le braqueur. Donc encore une fois, ça n'a pas de sens. Mais donc oui, moi je pense que ces textes de loi n'ont plus aucun sens. C'est pour ça que je pense que sur la question de la consommation de cannabis ou d'un certain nombre de substances qui aujourd'hui sont interdites, il y a des questions qu'il faut se poser. Il y a des questions qu'il faut se poser sur, encore une fois, quel est le sens de textes qui ne sont pas appliqués. C'est belle transition sur la légalisation des drogues, cannabis, etc. Parce que tu as pris position pour... Alors, j'ai pas pris position pour forcément, enfin en tout cas j'ai pris position pour le fait qu'il faut que ça change. Enfin il faut un débat. Moi je pense qu'il faut un débat national là-dessus. Je dis pas, c'est un sujet qui est difficile, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des substances qui sont extrêmement dangereuses, il faut dire la vérité aussi. Mais moi je suis pour la légalisation, de toute façon on voit le nombre croissant de personnes qui en consomment. Au même titre que la cigarette est dangereuse, l'alcool est dangereux, et la cigarette comme l'alcool font de très nombreux morts par dizaines ou par centaines tous les ans. On le sait, c'est dangereux. Mais si on va par là, les motos sont dangereuses. Enfin, voilà. Est-ce qu'on est pour un État paternaliste ou même plus loin maternaliste qui prend le citoyen par la main en lui disant ceci est dangereux, ceci n'est pas dangereux et on sait mieux que toi ce qu'il faut faire pour ton corps?
c'est ça qui est difficile. C'est pas des débats qui sont si simples que ça, parce qu'on pourrait me répondre, oui, mais derrière, ne serait-ce que si on prend les choses d'un point de vue économique, bah, ça engrange des soins extrêmement importants pour l'individu, qui sont pris en compte par la société. Bah oui, mais il y a le penchant. Ça permet de taxer aussi, ça permet de ça comprendre permet les de taxer circuits, aussi, ça permet de couper. Donc, il y a beaucoup. Moi, je trouve que c'est un débat qui doit avoir lieu. J'ai pas d'avis tranché. Je serais peut-être plutôt favorable à une légalisation. Moi, je suis pour. Effectivement, mais je ne comprends pas que ce débat n'ait pas lieu et qu'on s'échine, parce qu'on parle toujours de lutte contre le trafic de stupéfiants, d'action coup de poing, etc. Et il faut dire les choses. Ce combat-là, il est perdu. Voilà, il est perdu. Et je pense qu'il est perdu encore pour un certain temps. Pourquoi ? Parce que la répression ne suffit pas. La répression ne suffit pas pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que les individus ne regardent pas le code pénal avant de consommer ou même de trafiquer, et parce qu'ils n'ont pas peur nécessairement, et parce que je ne crois pas à l'effet dissuasif de la prison, comme je ne crois pas à l'effet dissuasif du cancer pour ceux qui fument. Donc je ne crois pas que ce combat puisse être gagné. Et encore une fois, on regarde là le chose pour le petit bout de la lorgnette, la France. Mais regardons à échelle planétaire. Moi, je pense que le combat est perdu à échelle planétaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays qui a réussi à interdire de manière efficace la consommation de matières stupéfiantes. Aucun. Alors on peut croire que nous, en France, on sera meilleur que les autres. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Et pour l'instant, toutes les méthodes que je vois à chaque nouveau ministre de l'Intérieur qui vient faire des actions coup de poing, c'est toujours les mêmes que ses prédécesseurs. Donc ça ne change strictement rien. Donc je pense qu'à un moment, il faut réfléchir à plus d'efficacité. Et l'efficacité, c'est comment faire en sorte qu'on empêche effectivement des réseaux criminels de prospérer qui sont dangereux. Comment est-ce qu'on essaye de préserver et de mieux soigner, parce que là aussi, l'addiction est une maladie, une pathologie. Comment on essaye de mieux les préserver, de mieux les soigner, et comment est-ce qu'on fait ce travail ? Et moi, je suis très surpris, s'agissant de la légalisation, enfin, pas de la légalisation justement, s'agissant de ces questions-là, de cannabis, etc., on entend toujours le ministre de l'Intérieur, un peu moins le ministre de la Justice, mais surtout, il y a un ministre qu'on n'entend jamais, c'est le ministre de la Santé. Oui. Alors que c'est un enjeu de santé publique d'abord. Mais parce que dans tout en France, il n'y a aucune prévention. Tout le système médical est basé sur les soins et pas la prévention. Alors que c'est la prévention le plus important. Exactement. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, tu me disais il faut de la sanction, il faut de la répression. Et là, tu veux bien admettre que pour le coup, la répression ne sert à rien. Donc, il faudrait savoir. Mais parce qu'en fait, on a... Okay. Tout à fait. Donc on est d'accord que la sanction ne sert à rien. Tu viens de le dire. Oui, mais sauf que là, la sanction, elle est désormais nécessaire parce que c'est un fruit. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le fruit de ce qui s'est passé pendant des décennies où l'État est maternant. L'État s'est substitué à la parentalité. Tous les parents ont délégué le pouvoir instructif, éducatif à l'école et à l'État. Donc du coup, on a des enfants sauvages comme ça. Qu'est-ce qu'on fait des enfants sauvages qui n'obéissent à rien ? Je suis désolée, moi je suis pour la punition. Mais bien sûr, maintenant pour les générations futures, il faut plus de prévention. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut éduquer les parents pour qu'ils apprennent à enfin éduquer leurs enfants. Mais donc du coup, question, quelle serait selon toi la solution ? Si pour toi la prison n'est pas une solution, pour moi la condamnation, la punition, la prison, c'est une solution. Mais pour qui ? Pour ceux qui fument un joint le samedi soir aussi ? Non, pas du tout. Pour qui alors ? Typiquement tes clients qui si certains non mais ont commis oui certains délits. non mais quelqu'un qui commet un crime non mais y compris pour mes clients quelqu'un qui commet un crime ou un délit grave encore une fois moi sur les dossiers qu'on a évoqués mes clients sont présumés innocents et à voir s'ils vont être condamnés, il n'y a rien d'évident. Donc je sors un peu du cadre de mes clients ou de mes clients particuliers. C'est pour la blague, c'est pas binaire, il y a toujours des mais s'agissant d'un individu pour qui la culpabilité est reconnue sur des crimes ou des délits graves, oui, il doit être condamné et oui, il doit aller en prison. Je suis pas abolitionniste, encore que parfois je me pose des questions, mais je pense pas que ta prison doit être abolie demain matin. Je pense qu'il faut l'éviter, etc. Mais oui, la prison, parfois, elle est nécessaire. Prison, même juste, travail collectif, il y a un terme pour ça que j'ai plus. Oui, travail d'intérêt général. Non, mais il y a beaucoup de choses de prévues, bien sûr. C'est hyper important. Mais encore une fois, c'est ce qu'on dit. Je dis pas qu'il faut abandonner tout ça, je dis juste que le reste... effectivement, je pense, est sous-évalué aujourd'hui. Donc, on n'entend pas le ministre, je parlais du ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, on l'entend pas non plus. Et on parle beaucoup de familles monoparentales. Moi, je pense, alors je sais même plus s'il existe encore aujourd'hui, mais qu'il faudrait peut-être créer ou recréer un ministère de la famille, parce qu'on voit qu'il y a des problèmes, effectivement, qui se passent dans les familles. Et les familles, ça concerne la nation. Donc, toutes les questions de natalité, toutes les questions de familles monoparentales, pourquoi il y a autant de familles monoparentales ? Il faut se poser des questions, parce que c'est ça le problème. Est-ce que c'est lié à des pères qui partent parfois au pays ou parfois ailleurs, etc. Pourquoi
pourquoi ils partent, pourquoi ils sont venus. Enfin, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et après, il va y avoir aussi des problématiques qu'on dit modernes. Ok, c'est quoi une famille monoparentale? Est-ce que c'est la présence de deux sexes opposés qui constituent une famille au sens ordinaire du terme? C'est toutes ces questions-là, je pense que l'État ne veut pas les ouvrir en fait. Il ne veut pas les ouvrir et parce qu'aujourd'hui, évoquer ces questions de famille, presque d'identité finalement, les gens osent plus trop. Les gens osent plus trop parce qu'on a peur d'être envoyé à un camp, on a peur d'être extrémisé, etc. Mais moi, je pense que il y a des élections qui arrivent. Mais moi, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser parce que ça passe par là. Parce que ça passe par là, ça passe par l'éducation, ça passe par la famille, ça passe par la natalité. Toutes ces questions-là, je pense qu'elles sont primordiales, qu'elles sont essentielles. Et nous, on regarde le dernier maillon de la chaîne, qui est la prison, qui est le passage à l'acte. Mais le passage à l'acte, c'est le dernier maillon d'une chaîne qui est extrêmement longue. Donc, on peut essayer de s'en prendre toujours au dernier maillon, mais tant qu'on ne regarde pas le premier maillon de la chaîne, finalement, on ne va pas beaucoup agir. Le dernier maillon peut être aussi préventif pour le premier. Je suis pas sûr. C'est ce qu'on redit sur l'effet dissuasif de la peine, etc. Oui, d'une certaine manière, effectivement, si on laisse tout le monde sortir, ça pose un problème. Je suis pas pour ça d'ailleurs. Et question à l'homme du coup, et pas à l'avocat. On peut pas vraiment les dissocier peut-être. Quand est-ce que la morale intervient? Qu'est-ce que ça fait de défendre un accusé qui a fait des actes répréhensibles moralement? Parce que pour moi, il peut y avoir des crimes au sens juridique du terme qui ne sont pas immoraux pour moi, mais quelque chose d'immoral. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on est horrifié ou est-ce que on est tolérant à la douleur, on est tolérant au crime avec le temps? Oui, alors tu as raison. Est-ce qu'on devient plus tolérant? Il y a une chose qui se passe et que moi j'ai la chance, le privilège, je ne sais pas si c'est une chance ou un privilège, mais qu'en tout cas je vis et que très peu de gens vivent, que tu ne vis pas je pense et que très peu de gens vivent, c'est que moi je suis au contact de ces individus. Et en fait on s'imagine à chaque fois des individus extrêmement dangereux, etc., des monstres, voilà, on a l'impression que parfois ces gens-là sont des monstres, le mot revient souvent, des causes perdues, etc. Moi, j'ai la chance de les rencontrer, ces individus. Et lorsque je rencontre ces gens, je vois très souvent des gens très simples. C'est très intéressant. Moi, j'ai entendu mon confrère, le nouvel avocat de Cédric Jubilard, dit, je l'ai rencontré, et il m'a dit, mais j'ai rencontré quelqu'un de très banal. Voilà, cet individu qui déclenche des passions, qui déclenche des fantasmes, etc. Nous, quand on rencontre des gens, c'est toujours des individus qui ont deux bras, deux jambes, qui nous parlent et qui sont d'une banalité très souvent. Et donc, le fait de les rencontrer, ça casse un petit peu justement cette idée. En fait, on voit l'homme derrière le délit et on voit l'homme derrière le crime. Et lorsqu'on voit l'homme, finalement, on aperçoit une autre réalité que vous ne voyez pas. Parce que pour vous, l'homme s'efface devant les crimes et l'homme s'efface devant le délit. Nous, on a cette chance-là de voir l'homme. Et lorsqu'on voit l'homme, on arrive beaucoup plus à prendre du recul sur le crime ou délit. Il existe toujours. D'ailleurs, si je vais le voir, c'est pour en parler. C'est pas pour parler de la pluie du beau temps. Donc, il existe toujours ce crime ou délit qu'on lui reproche. Mais en tout cas, on voit aussi l'homme. On voit aussi l'homme. On voit ce qui a conduit à ce crime ou à ce délit. Et on voit, malheureusement, moi, c'est quelque chose que je constate très souvent, que malheureusement, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas et il est rare. Et moi très souvent, c'est quelque chose que je dis souvent à mes clients ou même que je plaide assez souvent, il n'y a pas de hasard si c'est moi qui porte la robe et si c'est lui qui se retrouve dans le box. Et à aucun moment, je crois que je suis plus méritant que celui qui est dans le box parce que j'ai passé des diplômes et parce que je ne connais pas de crimes et de délits et parce que j'exerce un métier dit convenable, etc. Si je pensais que j'étais plus respectable que lui pour cette raison-là, à mon avis, je me fourrais le doigt dans l'œil et je serais extrêmement prétentieux. C'est juste que si on remonte un petit peu les choses, il y a des parcours. Il y a des parcours de vie et regardons qui est en prison. Je le disais il y a une seconde, le premier schisme, la première distinction qui existe, c'est homme-femme. Qu'est-ce qui explique que ce soit à 96% des hommes qui sont en prison? Est-ce que c'est le hasard? Non, quand on a 96%, on est obligé de reconnaître qu'il y a autre chose que le hasard. Sinon, ce serait un peu plus équilibré. Donc ça, c'est la chose qui est évidente, homme-femme. Mais si on va plus loin, on voit que ces distinctions, elles existent tout le temps et partout. Plus on creuse et plus on voit qu'il y a très peu de hasard dans les catégories socio-professionnelles des individus qui sont en prison. Oui, c'est une réalité de dire qu'il y a plus de gens issus de l'immigration. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'intrinsèquement, parce qu'on est immigré, on est plus délinquant? La réponse est non. Il faut creuser encore un petit peu plus. Bien sûr. Mais encore une fois, il faut regarder la réalité de la population carcérale et de la population délinquance. Et plus on regarde cette réalité, et plus on voit que le hasard diminue. Et on parle de ça, mais on peut le voir partout. Et d'ailleurs, on n'a aucun mal à accepter quand on voit qui fait des études. Ceux dont les parents ont fait des études. Quand on voit avec qui on se met en couple. On se met en couple avec des gens du même milieu professionnel. Le hasard dans notre vie de tous les jours, dans notre vie conjugale, dans notre vie professionnelle, il existe très peu.
Et c'est la même chose dans la vie délinquante. Le hasard, il existe très peu. Et donc ça permet de prendre un petit peu de recul aussi sur le passage à l'acte et sur le fait de comprendre que le passage à l'acte, oui, d'une certaine manière, et c'est triste à dire, il est plus naturel pour certains individus, donc peut-être des hommes, de milieux défavorisés, de familles monoparentales, qui ont un père absent qui lui a peut-être été délinquant, il est bien plus naturel pour ces individus que pour d'autres. Et quand on constate cela de ses yeux vus à longueur de visite de parloir de prison, etc., oui, on prend du recul sur l'acte pour voir l'individu et pour voir la liberté d'individu qui malheureusement est assez réduite quand il passe à l'acte. Et parlons maintenant du quotidien d'avocat pénaliste. J'imagine les histoires folles. Raconte-nous la plus surprenante, tiens. Alors j'en ai eu des choses, j'en ai eu des surprises, y compris en audience. Là j'en ai quelques-unes qui me viennent. Moi je me rappelle d'un dossier qui m'a beaucoup marqué en tant qu'avocat. C'est un individu que je défendais, je lis le dossier, il est accusé de meurtre, et je me dis mais il est cuit, il est évidemment coupable, etc. Et je vois qu'il ne reconnaît pas les faits. Je vais le voir en prison et j'insiste pour lui dire monsieur quand même, vous êtes sûr que vous ne voulez pas reconnaître ? Peut-être qu'au niveau de la peine, ça se passera mieux, etc. Il était cuit. Il me dit mais non, c'est pas moi. Bon, je dis bon, je vais au procès. Et j'ai un mandat, donc je fais ce que me dit mon client de faire. Et surtout, une fois que je comprends que c'est la thèse qu'il faut défendre, je vais, ce que j'aurais peut-être dû faire avant d'ailleurs, mais je récidive d'efforts pour le coup pour aller prouver l'innocence de mon client. Et plus je travaille, plus l'audience se passe, parce qu'il se passe des choses en audience, et on est surpris par ce qui se passe en audience. Il y a des témoins qui disent finalement des choses un peu plus confuses que ce qui avait l'air d'être sur le papier. L'audience se passe, l'audience se déroule, etc. Donc je plaide d'acquittement, et mon client est acquitté. Okay. Et mon client est acquitté. Et alors pour moi, ça a été une leçon, une grande leçon d'humilité, parce que je me dis que c'est vertigineux. Pour moi, j'ai failli. Pour moi, j'ai failli dans ma mission. J'ai failli dans mon métier. Donc déjà, c'était une grosse surprise. Mais pour moi, j'ai failli. J'ai fait une faute professionnelle grave en allant voir un client et en lui disant et en cherchant quasiment à l'inciter à reconnaître des faits que peut-être il n'a pas reconnus puisqu'il a été innocenté. Et donc, je me suis beaucoup remis en question. Depuis, je ne le fais plus. Jamais. Je ne cherche plus jamais à dire à des clients quel que soit le dossier, monsieur, il faudrait reconnaître, jamais. Ils prennent leur version, ils s'y tiennent, et moi je les suis, ou je refuse de le défendre d'ailleurs, ça peut arriver. Mais voilà, et pour moi, j'ai commis une faute très grave ce jour-là, parce que effectivement, je me suis rendu compte pendant l'audience que mon client était peut-être innocent, et que j'ai failli, d'une certaine manière, moi son avocat, donc celui qui est censé être le rempart à l'erreur judiciaire, j'ai failli être complice de cette erreur judiciaire-là. Donc moi, pour moi, c'est quelque chose qui, dans ma vie d'avocat, m'a beaucoup, beaucoup marqué. Il n'y a pas d'intuition dans ce métier, c'est que vous référez au texte. Je m'étais fié au dossier, que au dossier, bien sûr, pas d'intuition, parce que je m'étais fait un avis sur le dossier, je crois, avant même de rencontrer le client. Donc non, je m'étais fié au dossier, mais je m'étais planté. Voilà, je m'étais planté. Et donc, donc ça t'arrive de refuser des clients aussi? Ça m'arrive si jamais il me propose une stratégie de défense qui ne colle pas à ce que moi je veux défendre. C'est-à-dire que moi, je veux toujours être libre en tant qu'avocat. Alors bien sûr, je me mets d'accord avec un client sur une version, mais si un client me demande de défendre des thèses ou des idées ou des arguments que je ne veux pas défendre, je ne vais pas le faire. Parce que moi, il y a une chose à laquelle je tiens plus que tout, c'est ma crédibilité. Les magistrats, je les retrouve. Je ne veux pas me retrouver à plaider des choses, pour le coup, avec lesquelles je ne serais pas à l'aise. Donc je peux me retrouver à refuser des dossiers pour ce genre de choses, effectivement. D'accord. C'était absolument passionnant, Dylan. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je serais ravie d'ailleurs d'avoir un top 2, mais sur des sujets spécifiques. Ouais. On regarde des actualités, pourquoi pas. Un top 2 de... Un tome 2 de l'interview. Un tome 2. D'accord. Voilà, une étape 2. Un spin-off de l'interview sur des sujets, plus spécifiques. Et pour le jeu de fin, allez, on va mettre en short. Allons-y. La présomption d'innocence en France, c'est une fiction. Le moment le plus flippant de ma carrière, c'était c'est chaque nouvelle audience qui commence. J'ai toujours peur. T'as toujours le trac, okay. Défendre quelqu'un que tout le monde déteste, c'est jouissif. Ouais, j'en étais sûre que tu allais répondre ça, je pense. Mais il y a des fois, je me dis, j'aurais dû me reconvertir. La chose la plus fausse qu'on dit sur les avocats, c'est je pense qu'un certain nombre de stéréotypes sont vrais sur les avocats. En revanche, c'est faux par contre de faire trop de généralités parce qu'on est 60 000 avocats. Donc les avocats sont tous très différents les uns des autres. Il y a des caractéristiques de personnalité chez les avocats pénalistes, voilà. C'est très spécifique. C'est vrai qu'on a... Non, la chose qui peut être très vraie, je pense, c'est l'esprit de contradiction. Je pense que c'est une qualité qu'il faut chez un avocat. Il faut avoir l'esprit de contradiction. Ah, moi, j'adore leur honnêteté intellectuelle et c'est pour ça que j'adorais notre échange. Un client m'a déjà dit une phrase qui m'a glacée et c'était... Il m'a déjà dit, je vous oublierai pas, mais dans le mauvais sens du terme, on a parfois une clientèle un peu particulière qui peut se retrouver à être menaçante envers nous-mêmes, nous avocats. Donc il faut se protéger de ça aussi. C'est quelque chose dont on parle très peu parce que les avocats ne veulent pas dire que parfois ils ont des clients voyous qui se retrouvent à être voyous contre l'avocat. Okay. Mais j'ai déjà des clients qui m'ont dit, maître, je vous oublierai pas, je me souviendrai de vous.
et c'était pas pour exprimer leur reconnaissance. Et donc ça, c'est des choses dont il faut se méfier et c'est assez glaçant quand ça nous arrive. Et faut en parler, faut s'en protéger et faut pas avoir honte ou garder ça sous le tapis parce que je pense que ça arrive à beaucoup d'avocats, même si on en parle très peu. Et c'est quoi le recours du coup? C'est essayer de jauger dès le départ. Est-ce que cette personne va être menaçante si l'issue est Faut défavorable? essayer de juger dès le départ, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'écrire à mon bâtonnier, d'écrire au parquet général, au procureur pour signaler des choses qui m'ont inquiété. Ça m'est déjà arrivé. Donc derrière, des diligences sont faites. Enfin voilà. Alors, ça m'arrivait très rarement. Je pense que ça arriverait peut-être 1 ou 2 fois maximum. Mais il y a des cas limites où il faut se méfier de son client. On dit parfois le pire ennemi de l'avocat, c'est son client. C'est très vrai. Et à tel point que moi, quand on atteint évidemment ce genre de choses, je ne les défends plus. Mais il arrive parfois dans cette clientèle-là qu'on ne soit pas respecté comme on devrait l'être. Et il faut savoir mettre les limites très rapidement. Okay. Le vrai pouvoir dans un tribunal, c'est la parole. C'est la parole et d'après moi, c'est la capacité à imposer son tempo. C'est la capacité à réagir et à pas se dire zut, j'aurais dû faire ça il y a 2 minutes. C'est à le faire tout de suite. C'est la spontanéité, la réactivité. La réactivité. Si je n'étais pas avocat, je serais... Alors j'ai envie de dire artiste, je sais pas ce que je ferais en tout cas, je dis artiste parce que je ferais quelque chose de totalement différent, vraiment totalement différent, donc je sais pas si j'ai le talent et je pense que je ne l'ai pas pour être artiste, mais en tout cas je voudrais quelque chose qui serait beaucoup plus dans la créativité et quelque chose encore une fois de très différent, parce que moi j'aime la créativité dans mon métier, et donc ouais, je pense que si j'avais le talent, en tout cas je travaillerais dur. Extrêmement et créatif aussi. Faut être très créatif. Il faut toujours penser en dehors du cadre, il faut toujours voilà. trouver... Il faut se réinventer, il faut essayer tiens, c'est pas parce que j'ai le 8e dossier de stupéfiants que je vais ressortir, mais cette première plaidoirie, il faut réussir sur le 40e dossier stupéfiant, parce que c'est le 40e dossier stupéfiant pour moi, mais c'est aussi le 40e pour les magistrats. Donc si je leur ressors une plaidoirie qu'ils ont déjà entendue 40 fois, ça sert à rien, autant se taire. Donc il faut réussir à se réinventer et à créer de nouvelles choses qui collent à la spécificité de ce 40e dossier. Hyper intéressant. Les médias et la justice, c'est des liaisons dangereuses. Elles se nourrissent, mais je pense que parfois il faudrait qu'elles se tiennent un peu à l'écart l'une de l'autre. La légalisation du cannabis en France, c'est un impensé du débat public. On n'en parle pas et pourtant il faudrait en parler. Quand je perds un dossier, je culpabilise. C'est toujours ma faute. Voilà. Alors, à un moment, on passe à autre chose, mais il y a toujours un moment où je me dis c'est ma faute. Qu'est-ce que j'ai mal fait? L'éloquence, c'est pas parler bien, c'est être bien écouté. Voilà, l'éloquence, c'est l'écoute d'abord plus que la parole. C'est d'abord se placer du point de vue de celui qui reçoit la parole plus que de celui qui la donne. Ok. La chose la plus dangereuse dans la justice française, c'est la certitude. Lorsqu'on est trop sûr de soi, j'ai évoqué un exemple, mais lorsqu'on est trop sûr de soi, lorsqu'on est trop sûr d'un dossier, on a de grandes chances de se tromper. Merci beaucoup. Anne Bouveau, merci de nous avoir écoutés ou regardés. Abonnez-vous, il y a énormément de personnes qui regardent, mais comme je ne dis pas durant l'échange qu'il faut absolument s'abonner, faites-le, ça nous aide beaucoup et surtout commentez. On se fera une joie de réagir. Merci beaucoup, merci, Dylan. C'était un plaisir. C'était très merci, précieux. Sabrina. Merci.